Merci, Monsieur Aurélien Barraud, d'être parmi nous ce soir. Alors, déjà, merci d'être là pour cette belle soirée. On est très nombreux. Et on voit, quand on regarde le parking, qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Qui est venu en voiture ce soir ? Qui est venu à vélo ce soir ? Bravo. Merci d'être là et je suis ravi d'être à vos côtés avec beaucoup d'élus municipaux pour le 50e anniversaire du Hérisson. Et je vous invite à applaudir le Hérisson parce qu'ici, il y a chacune des épines d'un grand hérisson. Bon anniversaire, bon cinquantenaire. Alors, ce n'est pas ici que je vais faire l'exégèse de FNE, de tous ces combats, de toute la connaissance qu'ils diffusent autour de l'environnement, du climat. La mobilisation dont vous faites preuve ce soir le montre bien. Le Hérisson est bien vif, il est bien vivant, et c'est une belle aventure qui va continuer. Merci à Anne, merci à toutes et à tous de tout ce que vous faites. Vous savez, à la municipalité, la question du changement climatique est au cœur de nos problématiques et ce n'est pas à vous que je vais vous expliquer les problématiques autour du changement climatique. On le voit à Annecy, ce sont des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, suivies d'épisodes de pluie qui sont très importants. Et avec l'équipe municipale, on se dit que dans le fond, ce que l'on doit faire, et c'est ce que l'on fait d'ailleurs, c'est de penser la ville pour le climat. On se projette à horizon 2050 et on travaille sur beaucoup de sujets. Vous les connaissez, que ce soit la mobilité, que ce soit l'énergie, que ce soit le logement, que ce soit l'alimentation. Et je pourrais en citer comme ça beaucoup. Nous sommes complètement mobilisés sur le sujet et très souvent, comme vous, on trouve que ça ne va pas assez vite. Et donc, à chaque fois, on se dit, il faut accélérer. Et aujourd'hui, je remercie toute l'équipe municipale de travailler avec moi sur ce sujet. On continue à accélérer parce que les défis sont majeurs sur la transition écologique que l'on doit conduire. Mais une transition écologique, on ne peut pas l'imaginer sans justice sociale. On imagine que Annecy est une ville très riche. Oui, il y a beaucoup d'argent à Annecy. Pour autant, tout le monde n'est pas riche à Annecy. Il faut savoir qu'à Annecy, il y a près de 10% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc ça nous intime à la responsabilité. La justice sociale est un lien important que l'on doit avoir avec autrui parce que la transition, on doit la faire avec tout le monde et on ne doit laisser personne sur le bord de la route. Et merci des FNE d'accompagner toutes les populations à travailler sur l'environnement et le changement climatique. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir toutes et tous et bienvenue à cet événement que nous organisons dans le cadre de nos 50 ans. Pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, je vais vous présenter France Nature Environnement Haute-Savoie. Nous sommes la plus grande fédération d'associations environnementales de Haute-Savoie. Mais qu'est-ce que c'est une fédération ? Eh bien, ça veut dire qu'on est rattaché à des structures régionales et nationales, mais aussi qu'on rassemble plus de 50 associations sur notre territoire et qu'ensemble, on représente un mouvement de 30 000 personnes. Mais on est aussi une association,
dont la vocation est de protéger notre bien commun, que sont l'eau, l'air, le sol, le climat et la biodiversité. Alors, pour remplir cet objectif, on travaille avec une équipe de 15 salariés et de 10 administrateurs bénévoles selon 4 piliers fondamentaux. Tout d'abord, on travaille à comprendre la nature qui nous entoure par l'expertise scientifique et technique, en étudiant, par exemple, les zones humides, en faisant des inventaires naturalistes ou du suivi d'espèces. Ensuite, on travaille à sensibiliser le grand public grâce à des animations d'éducation à l'environnement, comme des fresques du climat ou des ateliers dans les écoles. Vient ensuite le temps de convaincre, pour porter la voix de l'environnement dans les instances de décision. Car oui, nous sommes reconnus par les pouvoirs publics, nous sommes agréés pour la protection de l'environnement et nous sommes habilités à prendre part au débat public. Mais lorsque notre voix n'est pas entendue, alors notre rôle est de défendre notre bien commun par l'action en justice et la mobilisation citoyenne. Et tout ça, c'est possible grâce à votre soutien, qui nous permet depuis 50 ans de pérenniser nos actions. Alors merci à nos adhérents et donateurs. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore adhérents, les stands sont là. Voilà, le mot est passé. Merci aux presque 100 bénévoles qui nous aident ce soir, aux techniciens, à l'autre scène qui tient la buvette. Merci à tous de nous avoir aidés à organiser cet événement. Merci à la ville d'Annecy de nous permettre de nous retrouver. Et je conclurai par un merci tout particulier pour Monsieur Aurélien Barraud, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Aurélien Barraud, vous êtes astrophysicien, philosophe et grand amateur de poésie. Vous êtes atypique. Dans un monde où la technoscience est vénérée, vous donnez du poids et de la crédibilité à la pensée écologique, au besoin de respecter le vivant. Vous fuyez les plateaux télé pour ne pas alimenter un système que vous dénoncez. Vous préférez vous exprimer dans une librairie ou, ici, à la demande d'une association de protection de l'environnement. Et à titre gracieux, je tiens à le souligner, et nous vous remercions du fond du cœur d'être venu ce soir et de nous faire ce grand plaisir et cet honneur. Alors, donc, j'ai une question introductive, puisque, en fait, je pense qu'on fait le même constat sur l'état de la nature. En bien moins de 2 siècles, nous avons réussi à polluer pratiquement tout ce qui nous entoure, l'eau, les océans, les sols, l'air, l'atmosphère, et nous avons réussi à décimer une partie importante de la biodiversité. Je crois que nous avons pleinement conscience de ça ici, et ces graves menaces sont pourtant encore trop faciles à oublier, à ignorer. C'est la première question. La technologie ou la technoscience est-elle notre ami ou notre ennemi ? Oui, donc bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Désolé pour mon petit retard, effectivement j'ai plus de voiture, donc j'ai pris une voiture en éco-partage et j'ai mis presque 3 heures pour venir de Grenoble. Donc voilà, j'ai été un peu surpris. Oui, c'est effectivement un problème très grave. Peut-être, je vais commencer juste par rappeler 3 chiffres parce que c'est un peu mon mantra. Je pense que les chiffres, on en a plutôt trop en tête. J'aimerais plutôt plaider pour une repoétisation du réel et non pas, au contraire, un ancrage systématique dans le scientifique, le mesurable et le normé. Mais il y a quand même 3 chiffres que je crois signifiants et que je nous invite à avoir en tête. C'est que nous avons d'ores et déjà éradiqué à peu près les 2/3 des insectes en une décennie, les 2/3 des mammifères sauvages en quelques décennies et les 2/3 des arbres en quelques millénaires. Donc vous voyez que d'un certain point de vue, l'essentiel du mal est déjà fait. Donc celles et ceux qui pensent que peut-être on va s'en sortir n'ont déjà pas bien commencé à comprendre l'état du monde dans lequel nous sommes, parce que je leur apprends ce soir de façon très solennelle que les morts ne vont pas revivre, quelle que soit leur pensée magique et leur croyance au Père Noël. Évidemment, cette catastrophe ne touche pas que les animaux, dont nous faisons d'ailleurs partie, et les plantes, mais également les êtres humains, puisqu'environ 800 000 personnes décèdent chaque année de la pollution en Europe, puisque l'eau de pluie
est devenu impropre à la consommation et que les particules fines ont vraisemblablement fait baisser l'espérance de vie humaine mondiale d'environ 2 années. Je n'en dis pas plus sur le constat scientifique. Je crois que garder en tête ces quelques données élémentaires est tout à fait suffisant pour se faire une image globale de l'état catastrophique de la vie sur Terre. Alors effectivement, dans cette situation, une question légitime qu'on peut se poser consiste à savoir si la technologie est notre ami ou notre allié. Alors naturellement, si on veut être un petit peu sérieux et un petit peu pointilleux, il n'y a pas de réponse simple, évidente, triviale à cette question, parce que tout geste peut, à mon sens, être pratiqué de façon prosaïque ou de façon poétique, autrement dit, de façon vicieuse ou de façon vertueuse. Si néanmoins on tente de caricaturer un peu, je crois qu'il est très important, ne serait-ce que pour déconstruire le dogme dominant, le dogme en vigueur, de déconstruire donc l'idée d'une sorte de toute-puissance de la technoscience pour nous sauver. En réalité, il n'en est rien si l'on tente de faire un constat, si ce n'est objectif, au moins un tant soit peu intersubjectif. D'abord, on peut prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire d'un point de vue purement technocratique. Il y a ce que l'on connaît très bien, n'est-ce pas, sous le nom d'effet rebond. Autrement dit, dès lors qu'une nouvelle technologie, qu'un progrès ingéniérique, permet une hausse d'efficacité d'un objet, cela induit une hausse d'usage qui surcompense toujours la hausse d'efficacité. Autrement dit, non seulement ça ne sert à rien, mais on finit même par perdre. Ça, ce n'est pas une croyance magique, c'est un fait historique qui est parfaitement bien documenté et vérifié. Je peux donner un exemple. En un peu moins d'un siècle environ, l'efficacité énergétique des moteurs de voitures a été considérablement améliorée. Et pourtant, la consommation au 100 km des voitures n'a absolument pas diminué. Et la raison, bien sûr, c'est qu'on a multiplié par 4 ou 5 le poids des voitures, grâce à cette amélioration énergétique. Et comme en plus, le nombre de voitures a été multiplié par un facteur encore beaucoup plus grand, in fine, on a perdu. Ça, ce sont les faits. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un parti pris éthique, politique ou esthétique, c'est un fait social. Le deuxième point qui est un peu plus profond, c'est que quand on parle de technologie, on a tendance à oublier que le point nodal, si vous voulez, de toute étude un tant soit peu pertinente d'une mutation consiste à évaluer la balance bénéfice-risque ou bénéfice-coût, ce que savent très bien les médecins, par exemple. Mais en technologie, on ne le fait pas. On a tendance exclusivement à mettre en avant quelques bénéfices, qui sont parfois réels, et à oublier l'immensité des maléfices. Ça, c'est très étrange. Vous voyez, le numérique aujourd'hui a évidemment partie liée avec la pollution, c'est tout à fait certain, a partie liée avec la consommation, a partie liée avec la réification des espaces vivants, a partie liée, je pourrais le développer, avec le néocolonialisme, mais on va s'arrêter à dire peut-être qu'il y aura une petite aide au diagnostic en médecine. Mais c'est absolument incohérent, ça. C'est tout à fait déraisonnable. Si vous rasez toutes les forêts du monde à la recherche de nouvelles molécules médicinales, il y aura un effet positif en médecine. Et 3 ans après, on sera tous morts. Donc, ce n'est pas raisonnable de ne regarder que les externalités positives. Vous devez aussi regarder le coût qui est devenu littéralement exorbitant dans les hautes technologies. Plus profondément encore, comment ne pas voir que, en quelque sorte, le monstre technique est devenu aujourd'hui globalement une machine permettant d'entériner l'inertie, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sont des structures qui sont fondamentalement non disruptives. Regardez comment marche l'intelligence artificielle ou comment marche un agent conversationnel. Il va chercher, compte tenu des consignes que vous lui donnez, la suite la plus fréquente, pas la plus vraie, mais la plus fréquente, compte tenu de ce qui a été essentiellement ingurgité sur Internet. Autrement dit, ce qui est produit par la technologie aujourd'hui est, par essence, pourrait-on dire, un instrument de reproduction à l'identique, ce qui est quand même, pour le moins, le choix le plus aberrant, alors même que nous avons la connaissance tout à fait certaine d'être dans une impasse. Plus profondément encore, et néanmoins plus naïvement, je crois qu'on pourrait aussi noter que, là encore, si on nommait quelques détails, quelques anfractuosités locales, la technologie ne nous rend plus aujourd'hui heureux. Vous savez, c'est la logique du pharmacone qui a été développée par Platon et reprise par Jacques Derrida. Très souvent, c'est une question de dosage, n'est-ce pas, entre le médicament
et le poison. Il est tout à fait certain que certains objets techniques ont eu un effet bénéfique pour l'humanité. Et il est tout à fait certain que ces mêmes objets sont devenus aujourd'hui maléfiques. Et quand je dis maléfiques, je ne parle pas ici d'émissions de CO2 ou de pollution ou de consommation. Je parle de cette chose très élémentaire et très fondamentale qui consiste à dire même s'il n'y avait aucune externalité négative, ça serait intrinsèquement débilitant. Qui croit ici que TikTok nous rend plus intelligents? Sérieusement, indépendamment de la consommation. Qui croit ici que X Twitter est une avancée pour la démocratie? Indépendamment de la consommation des data centers. Ce n'est pas le problème. Nous sommes en train de construire des outils qui, fondamentalement, prennent le pouvoir. Ce n'est pas du tout un délire ou une sorte d'annonce apocalyptique. C'est un fait. Les compagnons ou épouses de vos enfants sont aujourd'hui choisis par les algorithmes de Facebook ou d'Instagram qui vont décider des gens qui apparaissent dans leur mur de conversation et par conséquent de ceux avec lesquels ils vont tisser des liens et par conséquent de celles et ceux avec lesquels ils auront des relations amicales ou amoureuses. Ce sont déjà les machines qui sont en train de choisir ce que seront nos vies. Et la question fondamentale, ce n'est pas de savoir si ça pollue, c'est de savoir si c'est intrinsèquement quelque chose de souhaitable ou s'il ne s'agit pas, et vous l'avez compris, la question est rhétorique, en réalité d'un affaissement radical de notre puissance d'être. Et enfin, et pour finir sur ce point, je crois que symboliquement, si vous voulez, c'est très grave parce qu'en déléguant en quelque sorte à la technologie, nous avons l'impression que le problème est traité. Certains croient sincèrement, mais la sincérité n'est hélas pas gage de clairvoyance, n'est-ce pas, que les intelligences artificielles vont nous sauver. Bon, c'est parfaitement inepte, ça j'en suis absolument convaincu. Mais cette idée fait son chemin, si vous voulez, et donne l'impression que ce délire technoscientiste va en quelque sorte prendre en charge le problème. Et ça, c'est doublement dramatique parce que d'une part, ça contribue en réalité à l'effondrement, et d'autre part, ça empêche de se saisir des véritables questions de fond, qui ne sont pas comment améliorer de 20% l'efficacité des moteurs, mais a-t-on vraiment besoin des moteurs pour développer notre puissance d'être? Et je crois que la technologie, que ce soit au niveau symbolique, au niveau esthétique, au niveau pragmatique et même maintenant au niveau politique, fut certainement notre allié et devient incontestablement notre ennemi. Vous parlez beaucoup du vivant et je voudrais vous poser une question peut-être un peu naïve, mais on a besoin aussi de pouvoir nous défendre des positions devant des gens qui n'y croient pas du tout à cet effondrement. Donc pourquoi il faut s'inquiéter de l'effondrement de la biodiversité? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment nos destins sont liés à celui de la biodiversité pour le meilleur et pour le pire? Alors, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, l'interdépendance entre les espèces est tout à fait établie. Regardez comme il est difficile de vivre dans un environnement où il n'y a pas d'autre forme de vie. Si vous voulez faire survivre quelques personnes sur la Station spatiale internationale, ça demande des efforts absolument colossaux parce que nous sommes seuls. Donc il n'y a pas d'eau pour boire, il n'y a pas de plantes pour manger, il n'y a pas d'animaux qui contribuent à l'existence des écosystèmes qui nous permettent de survivre. Et donc on se rend très bien compte que tenter de subvenir à ces besoins quand on est seul, c'est extraordinairement plus difficile. Alors naturellement, on pourrait donner beaucoup d'arguments très savants que je ne suis pas, puisque je ne suis pas biologiste, comme vous le savez, qui permettent de montrer par l'exemple, par l'histoire et également par l'argumentation rationnelle, le fait que la périclitation, en quelque sorte, d'une espèce va avoir des conséquences sur de multiples autres espèces. C'est ce que vous disiez, je le confirme, et je crois que nous en sommes tous convaincus. Néanmoins, j'aime pas tellement cet argument. Et c'est quand même, là encore, un peu se contraindre à penser dans les schèmes du monde que nous aimerions dépasser. Je vais faire une analogie un peu choquante, mais le politiquement correct, c'est pas mon truc, donc ça ne va pas vous étonner. C'est un peu comme si on se disait oui, quand même, l'esclavagisme, c'est pas bien, parce qu'au bout d'un moment, on n'aura plus de main-d'œuvre, et donc on va y perdre.
C'est vrai. C'est vrai que si on tue tous nos esclaves, à la fin, on y perd. Mais est-ce que c'est vraiment la raison qu'on a envie de mettre en avant ? Est-ce qu'il n'y a pas une raison éthique quand même un petit peu plus profonde que simplement de se dire si on tue tous nos serviteurs, on n'aura plus personne pour nous servir ? Ce qui fut effectivement une partie du raisonnement de la décolonisation. Hein. Donc ce sont des schèmes de pensée par lesquels on est effectivement passé. Mais je crois que ce serait dommage de les reproduire. Ce que je veux dire, et vous me voyez venir, c'est que je ne suis pas convaincu que la meilleure façon de dire que la disparition des abeilles est problématique consiste exclusivement à mettre en avant que les abeilles nous sont utiles. Je pense que si on raisonne comme ça, on se trompe fondamentalement parce qu'on ne fait pas encore le pas, l'espèce de transition intellectuelle qui nous permet d'appréhender totalement le monde autrement. Vous voyez, je ne sais pas, le maire tout à l'heure parlait du fait des gens sous le seuil de pauvreté à Annecy, et il a eu la décence et l'intelligence de ne pas dire il faut quand même les aider un peu, sinon ils vont venir saccager vos maisons et voler vos postes de télé. C'est peut-être vrai d'ailleurs, que si on ne les aide pas, ils vont le faire. Mais c'est quand même pas la raison qu'on a envie de mettre en avant. La raison qu'on a envie de mettre en avant, c'est qu'il y a quand même des gens qui vivent dans des conditions terribles et que parce que nous sommes doués d'un minimum d'empathie, de sens du commun et une sorte quand même n'est-ce pas, de connivence avec la vie, c'est à ce titre que ça nous dérange. Et je crois qu'avec les autres vivants, il faut passer ce pas maintenant. Parce que le fait est, j'en sais rien, je vais dire quelque chose totalement sans y avoir pensé et sans m'être documenté, mais enfin, j'ai quand même la conviction, comme ça, peut-être à tort, peut-être un biologiste me contredira, mais que la disparition des éléphants n'aura pas beaucoup de conséquences sur l'humanité. Est-ce qu'on s'en fiche pour autant ? Peut-être pas, en fait. Et je pense donc qu'il faut sortir de cette manière de justifier. Je vais vous donner un exemple dans mon domaine, en sciences fondamentales. Il y a quelques années, lorsque les dirigeants politiques avaient drastiquement baissé les budgets et les recrutements, certains chercheurs et chercheuses, très bien intentionnés, avaient donné ce slogan pour défendre les sciences fondamentales : « Ce n'est pas en raffinant la bougie qu'on a inventé l'ampoule ». Et vous voyez ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'était grâce à la recherche fondamentale qu'on a découvert les propriétés des électrons, et donc l'électricité, et donc on a inventé l'ampoule. C'est vrai. Mais je n'aime pas l'argument. Je n'aime pas l'argument parce que l'argument veut dire « oui, on va tolérer la pensée pure, on va tolérer l'art, on va tolérer l'étude des trous noirs, parce que ça pourra peut-être nous servir techniquement. » Mais non, non. Si on fait ça, on se trompe encore de finalité. Il ne faut pas les tolérer, il faut les aimer en tant que tels. Et donc, il me semble que, bien que ce que vous disiez soit une fois de plus parfaitement exact et que cet argument puisse servir comme un premier pas de sensibilisation, ce qui me semble absolument essentiel aujourd'hui, c'est de réhabiliter, en quelque sorte, la dignité d'être, la légitimité intrinsèque, ou on pourrait presque dire l'épiphanie de beauté, que constituent, alors j'allais dire, les espèces, mais au-delà même des espèces, les individus. Parce que ça, c'est une question aussi qui est très extraordinaire. Vous vous rendez compte que quand une espèce n'est pas en danger, généralement, on ne se soucie pas trop de ce qui lui arrive. C'est très étrange comme façon de voir ça. Vous voyez, c'est comme si je vous disais, je vais tuer vos enfants, mais ça n'a aucune importance, l'humanité ne s'en portera pas plus mal. Ce qui est parfaitement vrai. Mais ça va quand même vous embêter. C'est très étrange. La Seconde Guerre mondiale n'a absolument pas mis en péril l'existence de l'espèce humaine. Et pourtant, chacun conviendra que c'était un drame absolu. Donc, on n'utilise pas ce raisonnement quand il s'agit de nous. Et quand il s'agit des vivants non humains, on a généralement une vision en termes de stock. Voyez ? Si le stock est pérenne, peu importe ce qu'il advient des individus. Alors, soit on fait vraiment l'effort philosophico-poétique qui consiste à dépasser l'individu, et ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que la modernité occidentale a beaucoup de mal à penser, le dépassement de l'individu. On a fait à tort de la liberté individuelle l'alpha et l'oméga de la pensée politique, et je crois qu'on devrait s'inspirer des autres cultures qui ne le font pas. Mais si on fait ça, il faut aussi l'appliquer aux humains, et pas seulement aux animaux. Ou alors, on est encore prisonnier du carcan de pensée qui est strictement individualiste, et je crois qu'on devrait aussi l'appliquer aux vivants non humains. Donc j'ai tendance à croire que sur cette question, si on ne parvient pas à toucher en quelque sorte du cœur l'extraordinaire sublimité de cette, des chemins tortueux, disons, qui ont été empruntés par la vie, et qu'on rabat la question de la disparition des requins,
puisque j'entendais ça dans la radio là, en venant à la question de ce que ça aura des conséquences sur les écosystèmes, et donc ça aura des conséquences pour la pêche, et donc on va manger un peu moins bien. C'est pas suffisant, ça. C'est pas suffisant pour deux raisons. D'abord parce qu'au niveau éthique, c'est indéfendable, et ensuite parce que ça peut être contourné. Ça peut être contourné. Et alors à ce moment-là, la question se posera, est-ce que du coup, ça n'a plus aucune importance, cette disparition? Peut-être pas. Je confirme qu'on a beaucoup de compassion pour chaque individu, les espèces elles-mêmes et chaque individu. C'est pour ça qu'on fait le travail qu'on fait. Et parfois, pour convaincre un modèle économique, des gens dans un modèle économique qui ne pensent pas du tout comme ça, des fois c'est des arguments, comme vous dites, pour les sensibiliser, pour commencer à les sensibiliser. Alors j'ai une question. L'axe de la Terre se déplace. Alors est-ce que c'est lié à un fantastique mouvement cosmique ou à un phénomène beaucoup plus terre-à-terre ? Alors, donc c'est effectivement quelque chose qui a été mis à jour par une étude récente. Alors là, je vais prendre 10 secondes, ma casquette d'astrophysicien. En tant que tel, dire que l'activité humaine, parce que c'est effectivement la réponse à votre question, sinon vous ne me la poseriez pas, a légèrement infléchi l'axe de rotation de la Terre, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si moi je fais ça avec ma main, ça va changer l'axe de rotation de la Terre. Donc n'importe quoi qui se passe sur Terre va changer l'axe de rotation de la Terre. Donc ce qui est remarquable, c'est que cet effet ait pu avoir lieu dans des proportions qui sont mesurables. C'est ça qui est très extraordinaire. Parce que l'axe de rotation de la Terre dépend de ce qui se passe sur Terre, quelque part c'est normal. Quand un éléphant marche, il change l'axe de rotation de la Terre. Mais on ne peut pas le mesurer. Alors c'est un phénomène qui existe de façon naturelle, avec une cyclicité d'environ un peu plus de 40 000 ans, donc l'axe de rotation de la Terre bouge un peu. Il est très important, parce que c'est grâce à lui qu'on a des saisons, donc toute l'organisation de la vie sur Terre dépend de cette inclinaison. Et en fait, ce qui est tout à fait incroyable, c'est que, eu égard à la fois au réchauffement climatique qui induit donc une fonte des glaciers en particulier, mais pas seulement bien sûr dans l'hémisphère nord, et à cause du pompage absolument draconien dans les nappes phréatiques, eh bien, il y a eu une petite disparité induite sur la répartition des masses à la surface et en l'occurrence à l'intérieur même de la Terre, qui a effectivement engendré un léger déplacement de l'axe de rotation de la Terre. Alors, en tant que tel, ce phénomène pourrait avoir quelques conséquences. Il est assez vraisemblable que les conséquences restent marginales, c'est-à-dire qu'il est quand même avant tout symbolique. Mais cette symbolique, elle n'est pas neutre parce que c'est en quelque sorte l'effraction à l'échelle globale, à l'échelle vraiment géologique, de ce que certains appellent, peut-être à tort d'ailleurs, mais on peut l'emprunter comme une première approximation philosophique, l'Anthropocène, c'est-à-dire ce moment de notre histoire où la planète commence à être façonnée par l'existence des humains. Plutôt que de l'Anthropocène, moi j'aime bien donner un exemple qui consisterait à se demander: est-ce qu'on pourra savoir dans 100 millions d'années que les êtres humains ont existé? Alors ça ne sera pas facile, parce que nos cathédrales, nos centrales nucléaires, tout ça, ça sera entièrement remanié. Heureusement, ça aura totalement disparu. Nous, on aura disparu, ça c'est sûr aussi. Et donc, qu'est-ce qui restera? On ne pourra pas voir ça par les carottages dans les glaces, parce qu'il n'y aura plus de glace, on aura tout fait fondre. Mais en revanche, ce qu'on observera, c'est une chute drastique des populations vivantes dans les fossiles. Donc en fait, vraisemblablement, la trace que l'humanité va laisser pour l'éternité, c'est ça. C'est une chute draconienne de la vie sur Terre, sans cause météoritique ni géologique, et c'est de cette manière qu'une araignée géologue dans 100 millions d'années pourra vraisemblablement savoir qu'une espèce super prédatrice a existé. Donc finalement, si vous voulez, notre marque, notre signe, notre vestige pour l'éternité, c'est ça. Nous serons ceux qui ont tout détruit. Alors, juste pour finir sur ce point, ce qui est aussi terrible avec cette histoire de petits déplacements d'axe de rotation de la Terre, c'est qu'en fait, il signe quand même quelque chose d'assez grave, c'est le caractère non renouvelable de ce qui est en train d'advenir au niveau du pompage de l'eau. Alors, le non renouvelable, comme je viens de le dire juste avant, ce n'est pas un critère que j'aime beaucoup quand on parle de l'impact sur les populations animales,
parce que ce sont quand même des êtres vivants sensibles, et donc le fait que ce soit renouvelable ou non ne me semble pas être une question pertinente. En revanche, pour ce qui est de l'utilisation de l'eau ou de l'énergie, ou effectivement des effets de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre, là bien sûr elle se pose, la question de la durabilité. Et il se trouve que ces eaux-là, profondes, sont très peu renouvelées, et que donc on est en train de mettre en place, si vous voulez, un processus qui ne pourra avoir lieu qu'une fois. Donc ça, c'est quand même un peu inquiétant, puisque c'est en train de se passer, et on ne pourra pas continuer ce qui est en train de se faire. Alors, ça, on le voit en l'occurrence avec l'eau, c'est ce que nous révèle ce déplacement de l'axe de rotation. On le voit aussi, bien sûr, avec les énergies fossiles. Vous savez qu'on est vraisemblablement à peu près au peak oil, c'est-à-dire qu'on a utilisé à peu près la quantité... la moitié de la quantité totale disponible, et donc vraisemblablement les extractions vont commencer à diminuer. Donc la question de la décroissance, elle ne se pose même pas. La question n'est pas de savoir si on veut ou pas la décroissance. La question est de savoir comment on va gérer sa survenue. C'est la seule question intéressante. Et là, précisément, je trouve que ça devrait nous enjoindre à une pensée politique un peu profonde, parce qu'il y a essentiellement deux choix. Il y a le bon choix, c'est celui des artistes. Vous savez, les artistes savent qu'on ne peut créer que sous la contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de création. En fait, la contrainte, elle est bienvenue. La contrainte, c'est une belle chose. Imaginez un peintre qui devrait faire un tableau infiniment grand. Ça n'a aucun sens. Il doit avoir un nombre fini de couleurs et une toile de taille finie. Heureusement que nous n'avons qu'un certain nombre de notes dans la gamme chromatique et moins encore dans la gamme diatonique. Heureusement que le corps humain est limité et que les chorégraphes s'en servent. Les artistes créent sous contrainte. Et la contrainte est un moteur de la création, c'est l'incoatif de l'invention. Et on pourrait faire aujourd'hui exactement la même chose parce que les contraintes de finitude de la planète nous imposent, pour le meilleur, de revoir notre mode de vie. Et on pourrait être, pour une fois, un peu intelligent et intelligente, c'est-à-dire comprendre que cette opportunité extraordinaire qui nous est offerte n'est pas triste. Cessons un peu d'être géniards. C'est au contraire une invite, en quelque sorte, de l'environnement dans lequel nous nous trouvons à déconstruire nos valeurs nécrosées. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de faire. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on reste accro à ce qu'on a jusqu'au bout. Alors ça, c'est très embêtant. D'abord parce que ça signifie que la décroissance, on va quand même la subir, mais on ne va pas la choisir. Et ça, l'histoire nous montre que ça s'accompagne généralement de génocides, de régimes totalitaires, de dictatures, de guerres et de tout un tas de choses qui ne sont pas extraordinairement agréables. Qui, cela dit, sont d'ailleurs d'ores et déjà à l'œuvre, même si ce n'est pas en France. Par ailleurs, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas la création sous contrainte que j'évoquais tout à l'heure, ça signifie qu'on va quand même rester accro à ce qu'on a jusqu'à la fin. Alors certes, on est au peak oil, ça veut dire que les stocks commencent à s'épuiser, mais ça veut quand même dire qu'il en reste à peu près autant que ce qu'on a utilisé. Ce qui veut quand même dire que du point de vue du réchauffement climatique, qui n'est qu'un petit aspect de la question, comme vous le savez, on va aller dans les pires scénarios du GIEC. Donc vous voyez que c'est à la fois une catastrophe éthique, puisqu'on ne se saisit pas de cette opportunité pour dépasser notre modèle qui est absolument déliquescent. C'est une catastrophe politique, parce qu'on va vers des régimes contraints, c'est-à-dire des régimes autoritaires, et on le voit déjà à l'échelle du monde. Ce n'est pas exactement les grands démocrates qui sont en train de gagner toutes les élections aujourd'hui dans l'univers, au moins dans l'univers de la Terre. Et c'est aussi une catastrophe à l'échelle environnementale, puisqu'on se trouve alors dans le pire scénario extractiviste, qui est fondamentalement auto-incohérent. Donc le concept de croissance verte, ça ne veut rien dire. Hein. Je vais quand même continuer la question parce qu'on a aussi beaucoup envie de parler de poésie. Quel est, pour le scientifique et le défenseur du vivant que vous êtes, l'apport de la poésie dans votre travail et sans doute dans votre rapport au monde? Par quels moyens concrets pouvons-nous faire comprendre aux décideurs que nous pouvons habiter poétiquement le monde et qu'ils peuvent ou qu'ils doivent trahir l'attendu selon vos propres termes? Alors, croissance verte, ça poserait aucun problème si on avait une définition correcte du mot croissance. Si on ne s'était pas fait voler le mot par les économistes.
si on parlait de la croissance de l'amour, de l'entraide, de la création, des symphonies, du rap, des échanges, il n'y aurait aucun problème à une croissance verte. Le seul problème, c'est que le mot a été confisqué en quelque sorte et réfère aujourd'hui essentiellement à la croissance du PIB. Et là, bien sûr, je crois que vous n'avez pas besoin d'un type aux cheveux longs qui est censé être astrophysicien pour vous expliquer que quand on bousille tout, ça finit mal. Bon, ça quand même, c'est en quelque sorte un niveau d'intellection qui est assez élémentaire. Alors, comment faire comprendre aux dirigeants? Là, c'est un peu compliqué. C'est une question sur laquelle il faudrait prendre du temps. D'abord, je voudrais dire que ça ne concerne pas forcément que les dirigeants. Si on porte nos regards exclusivement sur la classe politique, on omet que la question, elle n'est pas fondamentalement politique d'abord. Elle est éthique et esthétique avant d'être politique. Le politique, il arrive toujours derrière. Le politique, il entérine l'éthique. Il ne peut pas être véritablement la force de mutation. Et effectivement, à ce niveau-là, alors il y aurait énormément de choses à dire, mais je crois que ce qui est fondamental, si vous voulez, c'est de demander quel est aujourd'hui notre plus grand ennemi. Et le méta-ennemi aujourd'hui, ce ne sont même pas les pétroliers, bon, ce n'est pas les gentils, hein, on est d'accord, ce ne sont même pas les Elon Musk, ce n'est pas les gentils non plus. C'est même pas ça le méta-ennemi. Le méta-ennemi, c'est que le prosaïque a pris toute la place. Le prosaïque, si vous voulez, c'est le normé, le prédictible, le calculable, l'utile, le reproductible, le machinique. C'est tout ce qui s'oppose au poétique. Le poétique, c'est l'épiphanie de la vie, c'est le singulier, c'est le merveilleux. Autrement dit, c'est ce qui nous donne envie d'être. Et ce qui est très étrange et très paradoxal, c'est que notre monde a assimilé en quelque sorte le poétique à une fioriture, à un petit luxe. Mais ce n'est pas un luxe en réalité, c'est le cœur de la vie. C'est ça qui est important. Le prosaïque, c'est nécessaire, parce que bien sûr, il faut qu'on puisse manger en rentrant chez nous, il faut qu'on puisse se chauffer en hiver, donc il faut du prosaïque. Mais l'ennui, c'est qu'on s'est trompé de hiérarchie. Le prosaïque, c'est le petit truc qui devrait permettre l'existence du poétique. Et le poétique, ce ne sont pas 2 ou 3 personnes qui se réunissent pour écrire des vers. Non, c'est pas ça. Le poétique, c'est le retour à la chose même. Vous voyez ? C'est le surgissement de l'être en tant qu'être. Autrement dit, c'est ce qui a véritablement du sens. Ça ne dépend pas directement des politiques. J'attends pas d'Emmanuel Macron de nous expliquer ça. Enfin, je ne l'imagine pas très convaincant sur le sujet. Et donc, je crois que c'est ça notre meilleur guide aujourd'hui. C'est quoi qu'on fasse, ne faisons pas des bilans carbone. C'est totalement annexe. Demandons-nous si on le fait, si on le déploie, si on le déplie en un sens poétique ou en un sens prosaïque. Si on arrive à faire cette mutation-là, je crois que tout le reste suivra en réalité. Alors, les politiques, bien sûr, c'est toujours très agréable de les critiquer, mais ce n'est pas extrêmement fructueux. Parce qu'il faut être quand même un peu honnête, la plupart de nos représentants, on les a choisis. Alors bien sûr, je sais, c'est très facile d'expliquer qu'on a un déni de démocratie, etc. Et c'est vrai que notre image du monde, elle est totalement façonnée par des représentations qui sont en grande partie arbitraires. Vous voyez bien que notre empathie, alors elle n'est même pas à géométrie variable, hein, elle est à topologie variable. C'est-à-dire que quand effectivement vous êtes un agriculteur qui, c'est vrai, a une vie extraordinairement dure et extraordinairement injuste, on pourra y revenir si vous voulez, mais quand même, si vous êtes un agriculteur ou une agricultrice avec des grosses machines et la FNSEA derrière vous, vous suscitez beaucoup plus d'empathie gouvernementale que si vous êtes un SDF. C'est un fait. Et si vous regardez à l'échelle du monde, c'est un peu la même chose. Notre empathie va toujours du côté des puissants. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui façonnent l'image du monde, ce sont eux qui délivrent l'information et ce sont eux qui dictent nos imaginaires. Et ça, c'est encore plus grave que le politique. Le politique y suit cette image-là. Vous savez très bien que si nous étions vraiment, officiellement, collectivement indignés de ce qui se passe en ce moment, quoi que soit ce à quoi je réfère, ça ne se passerait pas. Parce que les politiques veulent être réélus. Et si nous ne le tolérions pas, ils ne le toléreraient pas non plus. C'est notre responsabilité avant tout.
Donc ne nous déchargeons pas trop vite, si vous voulez, sur les méchants pollueurs qui essentiellement produisent des produits que nous utilisons et les méchants politiques qui mènent les évolutions, les décrets, les lois pour lesquels nous leur avons donné mandat. Donc bien sûr, c'est très facile de faire du bashing en politique. Comme vous, j'ai beaucoup de reproches à leur faire. Mais c'est aussi un peu étrange que d'attendre d'eux qu'ils ne fassent pas ce pourquoi nous les avons élus. Parce que franchement, si vous regardez notre président de la République, je suis désolé, mais enfin, ce qu'il fait est quand même à peu près ce qui était prévisible, non ? Donc je ne comprends pas très bien ce qu'on lui reproche. Finalement, c'est à peu près ce qu'il avait expliqué qu'il allait faire. C'est plus notre responsabilité que la sienne. En revanche, le pouvoir médiatique, les influenceurs, les discussions, les conférences comme celle-ci contribuent à donner une image du monde qui, en fait, crée le monde dans lequel nous développons nos insurrections, nos suivismes, nos inerties, etc. Et c'est là qu'il y a une responsabilité fondamentale. Si ça ne commence pas ici, je crois que c'est mort-né. Alors, nous, c'est au quotidien qu'on est confronté à ces décideurs. Et ce qu'on constate ces dernières semaines, c'est, d'après France Nature Environnement, c'est un tsunami de reculs environnementaux. On est face à la crise agricole, c'est la réduction de l'utilisation des pesticides qui est remise en question. Pour faire des milliards d'économies, on est allé puiser dans le budget de la transition écologique. Donc on va réduire la lutte contre les passoires énergétiques, on va réduire le financement de la mobilité durable, alors qu'en même temps, de l'autre côté, on continue à subventionner massivement les énergies fossiles. On est allé regarder un petit peu. En 2022, en France, on a dépensé 28 milliards d'euros en subvention aux énergies fossiles, et là on est allé chercher 2 milliards d'euros, 2 pauvres milliards d'euros dans la transition énergétique. Alors, vous avez partiellement répondu, mais est-ce que les décideurs politiques ont capitulé face à ces grandes puissances? Vous en avez nommé quelques-unes. Est-ce qu'ils ont encore une marge de manœuvre par rapport à ces forces puissantes, ces grands syndicats, ces lobbies, hein? Ou est-ce que c'est plutôt une politique qu'ils mènent par passéisme, par manque de vision, par envie de rester dans un système qu'ils ont toujours connu et surtout pas le remettre en question? Oui, ça vaut la peine d'y revenir quelques instants, parce que c'est une situation qui est absolument terrible. La crise agricole, moi je l'aime bien finalement en tant qu'archétype de l'insupportable. Parce que personne ne peut sérieusement nier que la vie des agriculteurs et des agricultrices est extrêmement dure. Que ça n'a même aucun sens. Enfin, comment voulez-vous travailler autant et ne pas être capable de subvenir à vos besoins ? C'est une vie de fou, en fait. C'est littéralement une vie de fou qu'on leur impose. Donc, évidemment que leur colère est légitime. Cela dit, ni plus ni moins que toutes les colères qui sont écrasées, réprimées, invisibilisées de ceux qui n'ont pas les tracteurs et la FNSEA. Mais le fait qu'elle ne soit pas la seule légitime n'enlève rien au fait qu'elle est légitime. Mais quelle réponse leur apporte-t-on ? Oui, le gouvernement va céder à leurs revendications en grande partie parce que, pour une fois, le rapport de force n'est pas en faveur du gouvernement. On voit bien comment le monde fonctionne avec les agriculteurs et à l'échelle internationale. L'absoluité du rapport de force en tant que mesure de l'acceptable, au sens le plus inique du terme, est aujourd'hui flamboyant d'évidence rance. Cela dit, ce qui est absolument tragique dans le cas des agriculteurs, je dirais même tragique au carré, c'est qu'en fait, la réponse à leur souffrance est une réponse qui non seulement va continuer de les mettre en souffrance, va même vraisemblablement effondrer un peu plus encore un modèle intenable et va de plus précipiter effectivement notre chute globale. Parce qu'il faut être quand même un peu raisonnable dans cette affaire. On ne peut pas tout avoir. Ce que je veux dire, c'est que finalement, on avait oublié
pas tous, hein, pour beaucoup de gens ce n'est pas le cas, mais une petite partie de la population, la partie la plus aisée, avait oublié que se nourrir ne coûte pas rien. Beaucoup de gens, au contraire, le savent, on ne peut mieux, et que cette espèce d'habitude qui était la nôtre de ce qu'il faille pouvoir recourir à ces produits de première nécessité, comme si, en quelque sorte, comment dire, il fallait que de façon systémique, elles soient mises à disposition par perfusion, ne marche pas. Et ça veut simplement dire que je crois qu'il faut être un peu humble et se rendre compte que c'est l'intégralité de la construction qu'il faut revoir. Mais ça, on ne peut pas le faire payer aux agriculteurs. Ce que je veux dire là, et je crois que je ne suis pas très clair, donc je vais essayer d'être plus limpide, ce que je veux dire, c'est qu'une mutation drastique, comme celle qui serait nécessaire, pour que notre modèle agricole soit enfin vertueux, c'est-à-dire à la fois vivable pour les praticiens et soutenable par la terre, nécessite évidemment un effort qui ne doit pas être pris en charge par les praticiens et praticiennes. C'est à l'ensemble de la collectivité de le prendre en charge. Exactement comme moi, j'aimerais un monde dans lequel il n'y a presque plus d'avions, mais je n'aimerais pas que tout le secteur de l'aviation se retrouve au chômage et mourant. En ce qui me concerne, j'aimerais bien qu'on cesse de manger de la viande, mais je ne souhaite pas que les bouchers meurent de faim. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces mutations sociales qui vont nécessiter des efforts et qui vont aussi, bien sûr, faire apparaître de nouveaux emplois, il faut les prendre en charge collectivement. Et que si on fait ce qu'il faut et qu'on laisse les agriculteurs et agricultrices se débrouiller, ça sera une situation qui sera absolument insoutenable pour eux et elles. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas leur erreur, c'est notre erreur collective. Et que comme c'est notre erreur collective, il faut la prendre collectivement en charge. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, parce que, même vous avez vu pendant le Covid, par exemple, il y a eu une dissymétrie très insupportable dans la manière dont les aides ont été réparties. Et ça, c'est vraiment un problème fondamental de notre vision politique, si vous voulez. Comme si, quand un drame touche une profession, elle devait seule emporter les conséquences. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut reconnaître qu'on s'est collectivement trompé. Et je crois que c'est extrêmement important de penser la dimension systémique et de ne pas en rester à la réaction individuelle, en quelque sorte. Bon. Au-delà de ça, pour ce qui est de ce que vous évoquez, c'est tout à fait vrai, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en même temps, vous m'en voulez pas, hein, c'est toujours mon rôle, c'est toujours d'être un peu chiant, quoi. Voilà, je suis l'emmerdeur de service. Donc, bien sûr que je préférais qu'on donne des sous à mes copains écolos qu'au lobby du pétrole. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, parce que voilà, une fois que j'ai dit la trivialité, je ne peux pas m'empêcher de donner le contre-argument, parce que c'est ce que je sais faire, un peu. Et en même temps, c'est quand même un peu paradoxal, tous ces écolos qui demandent de l'argent, quoi. Enfin, je veux dire, on ne veut pas de croissance, mais on veut plus d'argent. Moi, je trouve ça bizarre. En fait, moi, je crois qu'on n'a pas du tout besoin d'argent, en fait. Alors, vous, oui, une association, bien sûr, localement, peut avoir besoin d'argent, ça, c'est sûr. On veut faire quelque chose, on veut aider telle population animale qui va mal, et il faut bien un peu de sous pour faire marcher l'association. Ça, c'est vrai à l'échelle locale. Et moi-même, j'ai besoin d'un salaire pour vivre. Bien sûr qu'il faut un peu d'argent pour faire marcher les initiatives locales. Ça, c'est vrai. Mais au niveau civilisationnel, dire la transition écologique va coûter cher, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Parce que si on fait ça, on pense encore dans l'ancien monde. On pense encore dans un monde où il faut absolument s'indexer à cette espèce de prérequis ou d'hypothèse fondamentale de non-décroissance de nos ressources matérielles. Et en fait, ce n'est pas vrai. Si on le fait avec de la croissance, de toute façon, on perd. Vous savez très bien que de toute façon, si on le fait avec de la croissance, ça revient à dire que c'est du greenwashing et que ça n'a aucun sens fondamental. Donc, moi, j'aimerais que, à l'échelle systémique, les gens qui s'engagent vraiment dans la révolution qui est nécessaire ne demandent pas d'argent, en fait, demandent qu'on ait moins d'argent. Ils disent non, le seul geste écologique vraiment signifiant, c'est pas de dire filez-moi une petite partie un peu plus signifiante du PIB. C'est dire oui, on diminue drastiquement le temps de travail. Pourquoi ? Pour polluer moins, oui bien sûr. Pour émettre moins de CO2, oui bien sûr. Mais surtout parce que ce qui nous rend heureux, c'est de vivre. L'immense majorité des gens ne sont pas très heureux à leur travail, parce que leur travail est prosaïque. Redonnons un peu de place au poétique, ça génère pas du tout d'argent, mais ça génère énormément de bienfaits environnementaux et de joie d'être, quoi, tout simplement. Et donc, c'est ça aussi que j'aimerais bien qu'on puisse porter au niveau politique. Alors, bien sûr,
Je ne parle pas là au niveau des communes, parce que les maires, c'est différent, mais au niveau national, vous voyez bien qu'il y a un problème de formation des élites, même au-delà des politiques. Si vous pensez aux chefs d'entreprise en général, c'est terrible quand même. Regardez le système très français des grandes écoles. Est-ce que vous croyez vraiment que si vous contemplez les épreuves du concours d'entrée à l'école polytechnique, les compétences qui sont évaluées sont celles qui vont permettre de faire évoluer notre monde vers un mieux vivre? Est-ce que vous croyez vraiment que des gens qui sont parfaitement adaptés à résoudre des équations différentielles du second ordre, ou à inverser des matrices, ou à calculer ce qui se passe pour dire des homomorphismes dans des espaces vectoriels, sont des gens qui, quand ils font face en plus à des exercices qui sont extrêmement répétitifs, parce qu'il y a de la créativité en mathématiques, il y a beaucoup de beauté en mathématiques, il y a les mathématiques à la Grothendieck qui sont fondamentalement poétiques, et que j'adore, mais ce n'est pas ça qu'on évalue au concours d'entrée à l'école polytechnique. Et donc, est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là, qui sont par ailleurs tout à fait respectables sous tout rapport, on est bien d'accord, mais sont ceux dont nous avons besoin pour essayer de penser un ailleurs radical à la situation absolument catastrophique dans laquelle nous nous trouvons? On les recrute, on les choisit, on les sélectionne parce qu'ils savent reproduire rapidement les exercices auxquels ils ont été entraînés sans aucune variation dans la méthode. Franchement, c'est ça dont on a besoin? Ça n'a aucun sens. Je vais peut-être continuer là-dessus et peut-être qu'on va continuer à approfondir un petit peu. Vous dites qu'on ne crée que sous la contrainte. Donc, en fait, quand il se passe des choses très contraignantes et des fois très négatives, mais vous parlez aussi de l'ancien monde. Il est clair que l'ancien monde, tout est à l'exponentiel, tous les signaux sont à l'exponentiel dans notre société occidentale, et ça ne peut pas continuer. Ça, j'imagine que vous pourrez nous l'expliquer. Et qu'en même temps, on sent quand même qu'il y a une vague de fond, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Et d'ailleurs, si on est si nombreux ce soir à écouter des choses compliquées, des concepts très intéressants, mais quand même compliqués par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, ça montre qu'il y a de l'espoir et que quelque chose est en train d'émerger aussi, et que c'est peut-être nous qui sommes en train de créer quelque chose, un nouveau système. Peut-être. Non, mais écoutez, je me réjouis de voir que vous le pensez. Ça me rassure un peu, ça me fait plaisir. Gardez espoir, hein, autrement. Je n'ai pas dit que j'étais convaincu, mais je vous ai entendu. Vous voulez que je commence? Non, mais la méthode Coué, ça peut marcher, mais non. Écoutez, je suis désolé, moi je suis pas du tout optimiste. Voilà, je dois pas faire semblant. Oui, d'accord, on est 1000 personnes là ou quelque chose comme ça dans une très belle salle. Les gens ont l'air très sympathiques. C'est chouette, mais on est entre nous, quoi. Donc voilà, il y a un effet de sélection qui fait que de toute façon, les gens qui sont venus à 99% pensent à peu près comme moi, ou je pense à peu près comme eux. Donc ça va être chouette. Je vais probablement réussir à les prendre un pot sans me faire tabasser. Donc tout va bien, quoi. Mais il y a quand même un effet de sélection draconien, là. Enfin, on n'est pas du tout représentatif de la population mondiale, on n'est pas du tout représentatif des forces en présence, on n'est pas du tout représentatif du rouleau compresseur occidental qui est en train de déployer sa capacité à dévaster comme jamais. Donc j'ai du mal à avoir l'impression qu'il se passe quelque chose. Écoutez, rappelez-moi, je ne parle même pas d'écologisme signifiant, c'est-à-dire révolutionnaire. Prenons vraiment écologisme petit bout de la lorgnette, écologisme politique, gentil, député, machin. En ce sens-là, il y a combien déjà de présidents et présidentes de la République écolo dans le monde depuis qu'on est au courant de la catastrophe? 0. Et il y en a combien d'extrême droite? De plus en plus. Et ça ne va pas aller en diminuant. Donc soyons sérieux, quoi. On ne peut quand même pas dire qu'une lame de fond est en train d'arriver. Moi, je crois que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas grave au sens où ça ne doit pas nous décourager. Voilà, là-dessus, je vous rejoins. Parce que le sens, il peut être global, mais il peut aussi être local. Alors, ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ça n'a de sens que global. Donc, si nous, on fait un effort et qu'on est les seuls, ça ne sert à rien. Ça, c'est vrai, c'est factuel, c'est mathématique. Mais il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre, il y a tout le reste.
Il y a le sens, il y a la solidarité, il y a le vivant qu'on sauve ici, il y a le SDF auquel on s'occupe ici, il y a le geste de soutien à ceux qui se font bombarder qu'on donne ici, et tout ça, ça ne dépend pas exclusivement de l'état global du monde. Et donc moi je crois effectivement que l'épiphanie de sens, même si c'est dans le microcosme, elle ne doit pas se laisser terrasser par l'état catastrophique du macrocosme. Il n'empêche que l'état global est quand même pas terrible, quoi. Il faut garder le moral, donc moi je suis plutôt parmi ceux qui gardent de l'optimisme, parce que sinon, c'est tellement sombre ce qui nous attend, qu'il faut quand même garder espoir qu'on peut changer les choses et qu'on peut faire avancer ce monde. Alors justement, face à toutes ces crises environnementales, il y a des gens qui préfèrent vivre le présent, profiter maintenant, sans se soucier de demain, sans remettre en cause le moindre aspect de leur mode de vie. C'est un peu la fable de la cigale et de la fourmi qui nous vient à l'esprit. À votre avis, est-ce que l'atterrissage ne risque pas d'être brutal pour cette partie de la population qui préfère faire l'autruche aujourd'hui? Alors, pour partie, parce que c'est vraiment des gens qui n'ont aucun intérêt pour ces questions, mais pour partie aussi, c'est des gens qui sont trop inquiets par rapport à ces questions et qui préfèrent ne pas les regarder en face, parce que là, il ne faut pas jeter la pierre. Il y a beaucoup d'anxiété, et en particulier parmi les jeunes. Oui, alors c'est vrai, et si on fait preuve d'un tout petit peu de mesquinerie, de revanchardise, on a quand même presque envie de se dire, là, tous ceux qui nous foutent dedans, ça serait bien fait pour eux, qu'ils s'en prennent plein la tête. Et c'est un peu vrai, parce que ça va arriver. C'est-à-dire que quand il y a une crise globale, vraisemblablement, même celles et ceux qui se pensent à l'abri aujourd'hui en sentiront et en subiront les conséquences. Bon, au-delà de la plaisanterie, je ne suis pas certain que ce soit réjouissant. Et je ne suis pas certain que ce soit réjouissant parce que je ne suis même pas certain que ce soit vrai en plus. Au sens suivant. Vous savez, quand il se passe des horreurs, il y a très souvent cette conviction chez les témoins de l'horreur que un jour la vérité triomphera. Et la vérité sera faite sur l'histoire. Et on saura. Et on regrettera. C'est parfois vrai et ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai parce que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Regardez les crimes coloniaux, on n'est pas au début du commencement de les avoir compris ni de les avoir pensés. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux aujourd'hui qui sont les plus nuisibles ne vont pas forcément, au moins à court terme, en faire les frais, parce qu'ils se protègent, parce qu'ils savent, parce qu'ils connaissent en réalité les rouages de ce qui est en train d'advenir, et que, hélas, nous ne sommes pas tous sujets, au même titre, aux conséquences de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est assez terrible, parce que vous voyez bien que les pays riches, les pays européens, les pays occidentaux, les États-Unis, etc., sont en train de mettre en place des schèmes de protection qui visent à sauvegarder autant que faire se peut, alors j'allais dire leur confort, mais le dire comme ça, c'est leur faire trop d'honneur. Parce que appeler confort le régime d'envoûtement et d'addiction dans lequel nous sommes tombés, c'est un peu se fourvoyer. Et moi, je crois que quand on est accro à la cocaïne, on n'est pas vraiment en situation de confort, en fait. On est en situation de dépendance. Je crois qu'on est devenu dépendant à beaucoup de choses, et qu'en réalité, ce n'est pas du tout du confort. Toujours est-il que c'est vrai qu'il y aura un apprentissage, parce qu'on sait que dans quelques décennies, le climat de Lyon sera celui d'Alger, et on n'est pas prêt à ça, et tout le monde va plus ou moins le subir. Mais seulement plus ou moins, parce que ceux qui auront des climatiseurs et qui auront les moyens de faire venir des produits de l'autre bout du monde, etc., vont quand même assez peu le subir. C'est un peu comme les faits de guerre, quoi. On peut se dire l'histoire va triompher, bah, peut-être, mais une fois que les gens sont morts, on s'en fout un peu que l'histoire triomphe. N'est-ce pas? Les victimes sont mortes.
Bon, l'histoire, c'est beau pour les livres, mais ça ne change pas la souffrance des gens. Et c'est un peu ce qui va se passer là. Vous voyez, on peut se dire, dans le très long terme, on va comprendre qu'on s'était fourvoyé. Et même eux vont comprendre. Mais moi, sincèrement, que le petit-fils d'Elon Musk comprenne que son grand-père était un fou furieux, ça ne m'intéresse pas tellement. Le mal aura été fait. Le mal aura été fait, on aura désublimé l'espace, on aura continué à endoctriner les jeunes en leur donnant l'illusion que ces gestes absolument sales, en fait, absolument vils, absolument veules, presque émétiques, qui consistent à mettre en place une privatisation des cieux, des dépôts de carburant en orbite, des hôtels pour ultra-riches, du tourisme répugnant pour richesse obscène, que toutes ces choses qui ne sont pas un amour du ciel, mais sont au contraire la pire objection de la désacralisation de ce qu'on croyait intouchable, oui, tout ceci vraisemblablement sera ressenti un jour. Mais pour que ce soit ressenti, il faudra déjà que le saccage ait eu lieu. Et donc, je ne suis pas certain que cet argument soit si rassurant que cela, mais c'est ce que vous vouliez dire aussi, bien sûr. Donc, voilà, je crois que c'est un peu dur de fonder l'espoir sur une capacité d'anticipation dont nous avons les preuves historiques extrêmement nombreuses, que la plupart du temps, elles ne fonctionnent pas. Voilà, elles ne fonctionnent pas. Néanmoins, si je devais quand même, parce que vous avez commencé à trouver que je suis trop sombre, mettre une note d'espoir, ça consisterait à dire que le plus incroyable dans cette affaire, c'est que ce qui nous permettrait de survivre au sens de pérenniser les êtres vivants qui sont encore en vie, est exactement la même chose que ce qui nous rendrait heureux. C'est ça qui est fou. C'est que quand l'exécutif commence, alors généralement c'est l'été quand ils ont chaud, parce qu'après ils oublient, mais quand ils ont très chaud l'été et qu'ils nous disent la main sur le cœur, oui c'est vrai, il y a quand même un problème, mais c'est fou ça, hein, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. On se dit, mais quand même, mais quelle inconséquence. Quelle inconséquence. Bon, c'est comme ça. Et donc, quand ils nous disent la main sur le cœur, bon, c'est vrai, le monde ne va pas très bien, il va falloir se serrer la ceinture. On comprend qu'ils n'ont rien compris. Parce que quand on dit il va falloir se serrer la ceinture, on a l'impression que le désenvoûtement relève d'un moins bien vivre. Mais c'est pas vrai, ça. C'est complètement idiot. Si au lieu de vous prendre 8 heures de jet lag, de dépenser 5 000 €, etc., pour aller passer une semaine de vacances dans un hôtel de luxe, dans un pays exotique dont en fait vous ne découvrirez rien, vous passez de vraies vacances à 150 km de chez vous, évidemment que vous serez plus heureux. Tous ceux qui en ont fait l'expérience le confirment. Alors on va se rassurer en disant qu'on va au fin fond de l'Afrique parce qu'on aime la faune sauvage, mais en réalité 90% des gens qui sont là, sauf bien sûr les membres de la FNE, seraient incapables de citer les 5 espèces d'oiseaux dominantes de leur région. Donc c'est complètement bidon tout ça. Et quand la contrainte nous impose de redécouvrir la beauté de l'ici plutôt que de fantasmer sur la sublimité de l'ailleurs, alors on est simplement plus heureux. Mais ça, ça demande pas seulement un raisonnement technocrate, ça demande une pensée systémique, voire philosophique. Et ça, évidemment, c'est plus compliqué à développer. Eh bien, parlons de science et justement de l'aspect peut-être philosophique qui manque dans la science, la boussole qui manque peut-être dans la science. Nous sommes sur le territoire du futur collisionneur circulaire du CERN. C'est un projet totalement gigantesque, enfin, c'est un méga projet. Et en tant que scientifique, est-ce que vous pouvez nous dire si ce projet a un intérêt, s'il n'en a pas, est-ce qu'on a cherché à savoir s'il a un intérêt ou est-ce qu'on va le faire parce qu'on a envie de le faire et donc, quelle est la partie pensante, la partie réfléchie de ces décisions? Ah. Moi, j'ai toujours pensé qu'un discours n'avait aucun intérêt tant qu'on ne se mettait pas en danger. Là, vous voulez que je dise du mal de mes collègues et en particulier de mon employeur. Écoutez, plus sérieusement, je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Moi, je suis à la base physicien des particules. Je fais de l'astrophysique, mais je viens de la physique des particules. Et le projet que vous évoquez, c'est le projet phare de la physique des particules pour les prochaines décennies. Alors, essayons d'être à peu près clairs. Tiens, je vais parler de science pendant 30 secondes. Ça va être marrant, je n'avais pas prévu. Donc, en physique des particules, c'est-à-dire en physique de l'infiniment petit, on a un modèle standard
qui fonctionne très bien, qui est basé sur un certain nombre de quarks, un certain nombre de leptons et 4 interactions fondamentales, plus un boson supplémentaire qu'on appelle le champ de Higgs. Bon, ça donne une description qui est assez cohérente, qui est assez élégante du monde subatomique. Mais ce modèle standard n'est pas tout à fait satisfaisant, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons esthétiques. Donc il est très important d'en comprendre et d'en déceler les failles, les arbitraires, les insuffisances, de manière à tenter d'élaborer une théorie qui sera, si ce n'est plus complète, au moins plus globale. Ce fut le cas avec la supersymétrie, qui était une idée extrêmement élégante, extrêmement innovante, qui ne manquait pas d'élégance mathématique, mais que le grand collisionneur actuel du CERN, le LHC, a eu l'outrecuidance d'invalider. Donc il faut trouver autre chose. Et donc, dans cette quête de nouvelle physique, il est légitime de penser à la construction de grands accélérateurs de particules encore plus gigantesques que le LHC du CERN, permettant éventuellement soit d'atteindre des énergies plus importantes, soit d'atteindre des luminosités plus importantes. Alors, au niveau strictement scientifique, il ne fait aucun doute que le projet est intéressant. Il est vrai qu'il y a peu d'arguments explicites au niveau théorique qui justifient l'expérience, mais il y a un argument fondamental qui la justifie. C'est simplement d'aller regarder là où nous n'avons pas encore posé notre regard. Du point de vue strictement intellectuel, cet argument est suffisant. Moi, je trouve ça beau même. Il y a quelque chose de très modeste et de très humble à se dire, quelles que soient nos motivations théoriques, aussi absentes fussent-elles, je vais regarder. Je vais regarder parce que dès que je vois le monde avec d'autres yeux que ceux dont je suis coutumier, je vois apparaître un autre univers. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on a scruté la voûte céleste à des énergies différentes, des ondes radio jusqu'aux rayons gamma, en passant par les micro-ondes, les infrarouges et les rayons X. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on a utilisé les neutrinos, les ondes gravitationnelles et les rayons cosmiques pour observer d'autres phénomènes célestes. De la même manière, au niveau de l'infiniment petit, il est légitime, noble et justifié d'aller regarder pour la simple raison que nous ne l'avons pas encore fait et que vraisemblablement la nature va nous surprendre pour le meilleur. Mais, n'est-ce pas, il y a une règle de rhétorique qui veut que tout ce qui a été dit avant le « mais » n'ait en réalité aucune valeur. Alors, en dépit de tous ces attraits, ce gigantesque collisionneur de particules n'est quand même pas sans poser question. D'abord, bien sûr, pour des raisons triviales. Sa consommation électrique de l'ordre du térawattheure par an correspond à peu près à celle d'une ville d'un demi-million de personnes, ce qui n'est pas totalement négligeable en situation de collapse environnemental. Ensuite, parce que le souterrain lui-même devrait nécessiter l'excavation d'environ 10 millions de mètres cubes de molasse, ce qui n'est pas tout à fait négligeable non plus. Mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit des contre-arguments extrêmement forts. Parce que vivre, c'est toujours avoir une conséquence sur l'espace dans lequel on vit. Si la collectivité humaine dans son ensemble, parce que si ce projet existe, il sera international, si la collectivité donc humaine considérait que c'est une priorité éthique, esthétique, politique, scientifique que de mener à bien cette exploration, il ne serait pas nécessairement déraisonnable qu'elle ait un coût. C'est vrai, non ? On va quand même pas s'empêcher d'exercer notre puissance d'être au seul motif que celle-ci influe sur ce qui est autour de nous. C'est suicidaire, ça. C'est pas vrai, en fait. Exister, c'est influer sur son environnement et être influé par son environnement. C'est normal, c'est pas triste et c'est pas sale. Donc, si vous voulez, l'argument de la pollution et de la consommation, on pourrait le dépasser en se disant que si vraiment c'est notre priorité, après tout, il faut peut-être mieux faire ça que ces 200 000 vols quotidiens que nous avons dans le ciel en été et qui participent dans une très large mesure à des déplacements qui seraient parfaitement évitables ou alors qui sont utiles, mais qui sont utiles au business, c'est-à-dire, en fait, qui contribuent à l'effondrement. Donc choisir un grand collisionneur de particules plutôt que la frénésie économique capitaliste dans laquelle nous nous trouvons, j'aurais tendance à dire oui. Mais vous voyez bien que cet argument, il est aussi un peu pervers,
Parce qu'en réalité, il consiste à dire reprochons à la sphère privée, aux forces économiques de mener le business as usual, tandis que nous-mêmes, les scientifiques, c'est exactement ce que nous ferions. Et ça, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique parce que ce que ça révèle, à mon avis, au niveau symbolique, c'est notre incapacité à changer de modèle. Ce n'est pas tellement le problème de l'accélérateur en lui-même. Il ne va pas créer la fin du monde. Hein. Ce n'est pas extraordinairement dramatique de faire un gros accélérateur. Mais en revanche, ce que ça signifie, c'est que nous autres, les physiciens et physiciennes, nous ne sommes plus capables de mener une science poétique. Moi, mon vrai problème avec ça, ce n'est pas la consommation, c'est ce que ça représente. C'est de se dire, dans cette situation tragique qu'est la nôtre aujourd'hui, dans ce moment où 1 million d'espèces sont menacées d'extinction à court terme, dans ce moment où les populations animales s'affaissent à un rythme exaspérant, dans ce moment où les guerres les plus sales ont lieu, est-ce que vraiment ce que nous avons envie de pousser comme épiphanie de notre être profond, comme symbole de la génialité de l'humanité, c'est vraiment un grand monstre de métal? Est-ce que c'est vraiment cette débauche d'ultra-technologie qui doit être choisie comme étant l'archétype, si vous voulez, de ce qu'il y a de plus éminemment créateur en nous? Et ça, j'en suis vraiment pas convaincu. Parce qu'en parallèle de cette science prosaïque, c'est-à-dire de cette science ultra-technicisée, de cette science aux résultats inévitables, de cette science qui est en collusion et en collision profonde avec l'ingénierie, il y a toute une science poétique qui a été oubliée, c'est-à-dire une science qui s'intéresse aux propositions indépendamment de leurs conséquences, qui s'intéresse à la pensée en elle-même, qui s'intéresse à l'interprétation, qui s'intéresse au sens, qui s'intéresse au rhizome des possibles. Pour être extrêmement clair, parce que là je sens que je commence à entrer un peu dans mon propre monde, si vous êtes étudiant ou étudiante en physique, d'accord, vous allez passer 5 minutes dans toutes vos études à essayer de comprendre ce que veut dire la mécanique quantique. Et votre professeur vous dira « mais en fait, on s'en fiche un peu parce qu'on peut faire les calculs même si on n'a rien compris ». Et c'est avec ça que vous allez cheminer. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il y a des avancées extraordinaires sur l'interprétation de la mécanique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire vraiment la relativité générale? D'où vient vraiment l'irréversibilité du temps? Très peu de scientifiques travaillent sur ces questions, alors que ce sont des questions ontologiques fondamentales. Alors qu'en réalité, cette science poétique-là que j'évoque, et qui est délaissée quand même à l'échelle globale, est précisément celle qui pourrait nous dire que le monde n'est pas exactement ce que nous pensons qu'il est, qui pourrait apporter un renouveau à notre compréhension du tissu des étangs, qui pourrait renouveler vraiment à la fois notre vision physique, mais aussi notre fondement métaphysique. Et cette science-là n'a que marginalement besoin des grands accélérateurs de particules. Elle a besoin d'audace, elle a besoin de liberté, elle a besoin de pensée, et elle a besoin du contraire de ce que le président de la République nous promet, c'est-à-dire d'une tentative de rendre la science compétitive. Ça, c'est effectivement le monde des grands accélérateurs, des grands télescopes, etc., qui ne valent pas rien, qui apportent des choses, qui permettent des découvertes. C'est indéniable. Mais quand même, symboliquement, vous voyez, en termes d'image, en termes de ce que ça révèle, en termes de ce que ça montre, de ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est un peu insatisfaisant quand même. Vous voyez, je crois que ça nous sépare encore plus de toute cette chaîne du vivant et ça contribue quand même, qu'on le veuille ou non, à une connivence avec la réification globale du réel. Le philosophe Mohamed Amer Méziane parlait des monstres souterrains. C'est très intéressant ce qu'il explique. Alors évidemment, quand il parle des démons sous la terre, des empires sous la terre, il ne pensait pas aux accélérateurs de particules. Mais ce n'est pas son lien en réalité. Ce qu'il montre, c'est que la sécularisation du monde qui s'est instanciée dans l'Occident, et en particulier dans l'Occident capitaliste, en fait, ce n'est pas vraiment une perte de religiosité, c'est plutôt une manière de conférer une valeur transcendante à l'immanence. C'est-à-dire que nous avons fait descendre la religiosité dans la terre, ce qui nous a permis de tout mettre en œuvre sur terre, y compris ces dégradations, parce que la terre
a été sensible à ce que le ciel s'effondre sur elle. Et ça n'a d'ailleurs, cela dit en passant, été possible, ce qu'il montre également, que par la connivence avec la violence coloniale. Donc, pour toutes ces raisons, qui sont peut-être indirectes, qui sont peut-être philosophiques, qui sont peut-être symboliques, et qui ne remettent pas en cause le bien fondé scientifique de cette orientation, je crois qu'il est quand même important, effectivement, de les remettre en cause, de les discuter et de les penser collectivement. Avant de passer aux questions de la salle, peut-être élaborer un tout petit peu sur cette mécanique quantique, cette physique quantique. Vous y placez beaucoup d'espoir. Et vu de l'intérieur, est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution ou est-ce que c'est vraiment bouché au niveau politique ? Si vous voulez, qu'est-ce que la mécanique quantique ? C'est la science de la matière, découverte au début du XXe siècle, qui nous apprend essentiellement qu'à petite échelle, tout est discret, discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait, qui nous montre que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité, qui nous montre qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique, aléatoire, et qui nous montre que les algèbres sont non commutatives, c'est-à-dire que le résultat des mesures dépend de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Cette physique quantique, c'est l'un des deux pieds de notre monde, le second étant la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de l'espace. Donc on a la théorie de la matière, la quantique, et la théorie de l'espace, la relativité. Et si on se demande ce qui se passe aujourd'hui en mécanique quantique, je dirais que vous avez deux grandes voies. La première, qui est celle suivie par 99% des praticiens, c'est de tenter de l'utiliser. L'utiliser pourquoi ? Eh bien, pour améliorer la capacité de calcul des ordinateurs. Écoutez, si sérieusement, il y a une seule personne qui croit que cela va nous sauver, venez, à la fin, on en discute, mais je vous le dis tout de suite, vous avez tort. Voilà. Globalement, je ne crois pas être quelqu'un de péremptoire, je doute beaucoup, et je doute beaucoup de moi-même, mais là, vraiment, j'ai aucun doute. Voilà. C'est le niveau de bullshit au carré. Et puis, il y a l'autre mécanique, ce qui ne veut pas dire que ça ne sert à rien, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas de la belle science. Mais enfin, si vous fondez là-dessus la survie des espèces actuellement en déliquescence, là, quand même, c'est un peu trop gros pour ne pas faire pleurer parce qu'il est trop tard pour en rire. Mais il y a l'autre mécanique quantique, enfin, c'est la même, mais l'autre manière de l'appréhender, non pas prosaïque, mais poétique. Et c'est celle qui consiste à se dire, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment sur le monde ? Qu'est-ce qu'on a vraiment compris ? Parce que là, j'ai débité 3 ou 4 conséquences auxquelles personne n'a rien compris. Et ce soir, si votre fils ou fille vous demande « Alors, c'était quoi la mécanique quantique ?» Vous allez répondre quoi ? C'est un truc compliqué sur lequel travaillent les scientifiques pour faire des ordinateurs qui vont vite. Mais on s'en fout de ça, c'est de la merde. C'est le problème dans lequel on est, ça. C'est pas la solution, ça. C'est le problème, ça. Ce monde réifié. Ce monde dépoétisé, ce monde effondré dans ce rouage inertique qui ne sait rien faire d'autre que se reproduire à l'identique. Et donc, disais-je, l'autre mécanique quantique, c'est celle qui consiste à dire qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que j'ai vraiment compris du monde ? Qu'est-ce que j'ai appris sur le réel ? Et là, je vous invite à lire, parce que c'est un très grand et très éminent scientifique, mais c'est aussi un bon vulgarisateur, les ouvrages grand public de Carlo Rovelli, qui est un ami et collègue, qui a proposé une nouvelle vision de la mécanique quantique avec Francesca Vidotto, qui est extraordinairement intéressante. Extraordinairement intéressante. Ce qu'il suggère, et en ce qui me concerne, je suis convaincu, c'est qu'en fait, la mécanique quantique montre que le monde est relationnel. C'est-à-dire que les choses n'existent pas en tant que telles. Les choses existent dans un rapport aux autres choses. La même fleur, pour le dire métaphoriquement, peut être bleue pour une guêpe et verte pour une abeille. Quand on y réfléchit, c'est une révolution philosophique extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire que l'ontologie du réel, l'être en tant qu'être du réel, le socle du réel, ce n'est plus l'objet, c'est la relation. Mais beaucoup de philosophes ont déjà envisagé ce genre de choses. Moi, j'étais ami avec Jean-Luc Nancy, qui est un très grand philosophe français, décédé l'année dernière. Il a un peu pensé ce genre de choses. Mais là, d'un seul coup, cette effraction au cœur même de la physique théorique, d'une sorte de relationnisme radical, mais nous ne sommes pas au début d'avoir commencé à en imaginer les conséquences.
Je trouve que du point de vue de la crise civilisationnelle que nous traversons, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre ça que de trouver des astuces pour faire davantage de bilan carbone. Parce que cette science-là, celle de Rovelli, celle de l'interprétation, celle de la compréhension profonde, elle nous donne une chance. Pourquoi elle nous donne une chance? Parce qu'elle est révolutionnaire. Elle nous dit, attention, le monde peut être perçu de façon extraordinairement différente. Et peut-être vous allez trouver le rapprochement un peu osé, mais je trouve qu'elle est aussi décoloniale. Parce que la grande arrogance de l'homme ou de la femme, mais disons peut-être surtout de l'homme blanc contemporain, c'est précisément de penser que le monde n'aurait pas pu être autre. C'est-à-dire, c'est l'oubli de la contingence. Il n'y a rien, à mon avis, et là je vais donner une note d'espoir, de plus scélérat et de plus raciste que de se dire « oui, 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 oui », je l'entends souvent, hein, « ça va mal, mais après tout, c'est en nous, c'est comme ça, on ne sait pas faire autrement, nous autres les humains, c'est ce que nous sommes ». Mais c'est faux, ça. C'est invisibiliser et déshumaniser toutes les autres civilisations, dont certaines existent encore, qui ont habité cette planète et qui ne partagent rien de notre rapport prédateur et nécrophile à l'altérité. Donc vous voyez que ce qui est fondamental, ce n'est pas de se dire comment continuer exactement pareil en faisant un peu moins de dégâts. C'est de se dire d'autres ont réussi à faire totalement différemment. Et la science, dans cette situation, puisqu'on m'interroge là-dessus, en fait, elle n'est ni du bon ni du mauvais côté. Elle est là où on la met. Si on fait une science prosaïque, elle est du mauvais côté. Ça devient une arme de surenchère, ça devient une arme d'inertie, ça devient une arme de domination. Et qu'on le veuille ou non, c'est quand même l'essentiel de ce qui s'est passé. Mais la même science, si on l'appréhende poétiquement, ça devient une arme de déconstruction, une arme de renouveau métaphysique, et donc une connivence avec ce pacte avec l'ailleurs qu'il devrait être aujourd'hui, je crois, indispensable de nouer. Magnifique conclusion de cette première partie. Et donc, on va passer aux questions. Je permets au maire d'Annecy de poser la première. Merci de votre intervention inspirante à plein d'égards. Alors, on vit dans un territoire très prosaïque, dans un environnement d'une très grande poésie. Comment on fait pour conduire une transition avec ces deux antagonismes, si j'osais, par rapport à ce que vous venez de dire? Comment votre réflexion pourrait nous aider à toucher la poésie? Mais elle ne peut pas. Mais elle ne peut pas, parce que c'est bien pour ça qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas entré et que je n'entrerai pas en politique. Non, soyons sérieux. Je ne veux pas dire que ce que vous faites ne sert à rien. C'est important que certains s'attellent à la tâche. J'aurais dû commencer par vous demander d'abord, vous êtes un gentil ou un méchant? Parce que ah, ça, c'est déjà pas mal. Bon, il a répondu à un enfant issu des colonies, c'est déjà un bon point. Bon, je plaisante un peu, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'un effort à l'échelle territoriale est bienvenu et personne ne peut le nier. Et je sais que vous êtes prisonnier d'un réseau de contraintes qui est absolument indémerdable. Et donc, je ne me permettrai pas de vous donner des conseils parce que j'en suis absolument incapable. Mais justement, ce que je voudrais aussi qu'on réhabilite, c'est le fait que, en fait, vous aider, c'est mener une action, alors moi je peux me permettre de le dire parce que je ne cherche pas à être élu, qui est plus une révolution qu'une transition, et que cette action, il faut la mener en amont. Et que si nous, on ne fait pas ce travail-là, vous ne pourrez pas faire le vôtre. Et donc je crois que finalement, aujourd'hui, vous n'avez pas, c'est la vérité, une très grande latitude d'action. Et si on veut vous donner du champ, ben, c'est quand même avant tout à nous de le faire, quoi, à la société civile. Ça doit se passer comme ça, sinon ça ne marchera pas, je crois. Je suis fâché après Anne, parce que Anne, elle a posé exactement la question que je voulais poser à l'orateur et que j'avais même noté pour eux, bien sûr. Donc, en corollaire de cette question concernant le grand collisionneur qui est en projet au CERN, je voudrais vous demander, Aurélien, si, à votre avis,
les grandes découvertes, en particulier dans le domaine de la physique des particules, ont forcément besoin d'équipements expérimentaux pour prouver ces théories. Par exemple, le boson de Higgs, il a été prouvé au CERN. Mais avant de le prouver, quelqu'un avait émis une théorie. Alors bon, si elle n'était pas prouvée, il y avait peut-être une frustration. Mais est-ce qu'au prix énergétique, au prix d'une telle réalisation qui fait quand même 91 km de circonférence pour un tunnel circulaire sous environ 200 mètres de profondeur, est-ce qu'on a forcément besoin de ça? Je pense à Albert Einstein. Il a apporté les démonstrations qu'il pouvait. Oui, j'en finis. Mais il n'a pas eu besoin, enfin, il s'est même élevé contre tout essai de la bombe atomique. Voilà. Oui, alors, soyons honnêtes. Ces instruments ne servent pas à rien. C'est vrai, parce que parfois on se trompe. On avait eu une très bonne idée, comme je l'ai à peine esquissé tout à l'heure, qui se nomme la supersymétrie, qui a des vertus extraordinaires, qui stabilise la masse du Higgs, qui produit de la matière noire, qui est prédite par la théorie des cordes, qui est presque la seule extension du modèle standard compatible avec le groupe de Poincaré, bref, qui est la théorie à peu près parfaite et qui crée une correspondance entre les forces et les particules, c'est-à-dire entre les bosons et les fermions. Et pourtant, elle est fausse. Donc, on ne peut pas honnêtement prétendre que la corroboration expérimentale est inutile. D'une part, parce que parfois les théoriciens dont je suis se trompent, et d'autre part, parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau dans le fait que souvent le réel nous surprenne. Parce qu'il ne faut pas oublier que la physique théorique, que je pratique et que j'aime, c'est une élaboration humaine, de la pensée humaine qui n'est capable de produire que les éléments qui sont susceptibles d'apparaître dans l'imagination humaine. Et rien ne vaut ce moment où vous ouvrez la porte sur un monde que vous n'aviez pas même imaginé. Donc je ne peux pas, en toute honnêteté, dire que ces instruments ne servent à rien. Ils servent à quelque chose. Néanmoins, et c'est ce que je suggérais tout à l'heure, ce qui m'ennuie, ce n'est pas leur existence, c'est d'en faire notre priorité, à un moment où, comme vous le rappelez, les économies sont nécessaires, mais plus encore que les économies, à un moment où les disruptions intellectuelles sont nécessaires. Or, ces grands instruments, même si de façon incontestable et indéniable, ils produiront effectivement des résultats bienvenus, ils demeurent quand même le symbole archétypal d'une accointance entre science, technique, ingénierie, développement industriel, remaniement de la terre, excavation, consommation, extraction, qui n'est pas sans poser problème. Qui n'est pas sans poser problème, non pas au sens où il serait inutile, il n'est pas inutile, et contrairement à ce que j'ai lu parfois, l'idée n'est pas de fabriquer une bombe, et l'idée n'est pas non plus de trouver une nouvelle source d'énergie. C'est une belle ambition, l'accélérateur de particules ou les télescopes. C'est une belle ambition. Les idéaux sont nobles, mais les moyens de les atteindre sont, me semble-t-il, symboliquement, plus encore que pratiquement, si sales, qu'en effet, je pense aller dans votre sens en rappelant que toutes les autres manières d'appréhender les sciences pourraient être d'abord réhabilitées. Et nous verrons ensuite si vraiment nous avons envie et nous avons besoin de ce gigantisme de métal, d'électricité, d'aimants, de supraconducteurs, etc., et d'électronique, bien sûr, pour nous aider dans notre cheminement. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la partie créative, quand même, de la science, donc ce que j'appellerais la partie poétique, la partie théorique, la partie... Enfin, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce qu'il y a aussi une créativité expérimentale qui est très belle. Mais en tous les cas, la partie proprement épiphanique, comme ça, est réduite à la portion congrue. Dans ma section au CNRS, en physique théorique, on a 5 postes par an, avec plus de 200 candidats. Il y en a beaucoup, beaucoup plus en physique expérimentale, si je mets toutes les disciplines confondues. Donc en fait, ce que je dis, c'est pas que la physique expérimentale ne sert à rien, c'est faux. Elle est noble, elle est belle, elle est utile, mais c'est vrai qu'elle a pris un peu tout l'espace. Et je trouve que symboliquement, ou alors il faudrait peut-être réhabiliter effectivement les petites expériences, les expériences de coin de table, les expériences vraiment où le génie peut s'exprimer sans avoir besoin de la médiation
de toute l'usine industrielle qui est indispensable aux grands instruments. Voilà, je nie pas leur utilité, mais je pense en effet que leur priorité pourrait être interrogée. En fait, c'est un débat qu'il faudrait avoir avec des non-spécialistes. Il faudrait que des physiciens et physiciennes des particules viennent vraiment expliquer à quoi ça sert. Alors évidemment, ça va prendre un peu de temps, c'est un peu compliqué, et qu'on se demande collectivement l'importance qu'on donne à la chose. Si collectivement la communauté internationale se dit c'est tellement beau qu'on préfère faire ça qu'autre chose, à la limite, tant mieux. Je préfère qu'on fasse ça à autre chose. Mais il faudrait que la question soit posée avec un peu de sérieux et de sérénité. Alors une question beaucoup plus terre à terre et peut-être une question de femme aussi. Dans tout ce contexte assez noir d'effondrement et cette anxiété qu'on a tous, et peut-être par empathie envers les autres espèces, est-ce qu'il faudrait arrêter de faire des enfants ? Oui, c'est une question lourde, ça. Bon. En un mot, ma réponse serait non. Mais en fait, évidemment, comme vous l'avez dit, en plus c'est une question de femme, donc ça serait extraordinairement arrogant et inapproprié que je donne, moi, une réponse prescriptive, que je vous dise à vous ce que vous devez faire. C'est évidemment pas ce que j'envisage. En fait, pour répondre plus sérieusement, il y a deux dimensions, je crois, à cette question. Il y a trois dimensions. Il y a la première, qui est effectivement une avancée féministe importante, qui est de rappeler qu'on n'est pas obligé de faire des enfants, et qu'il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas envie d'enfants, et que cette pression sociale qui a existé à travers l'histoire pour en faire n'a vraisemblablement pas lieu d'être. Bon, ça n'a rien à voir avec la crise écologique, mais c'est quand même important de le rappeler. On peut être une vraie femme dans l'entièreté de sa féminité sans avoir d'enfant. Bon, ça, c'est un premier point déconnecté mais important. Le deuxième point, c'est de se dire, supposons que j'en ai envie. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'en faire ? Et là, il y a deux niveaux de réponse. Il y a la réponse individuelle et la réponse globale. Je vais commencer par la réponse globale, qui est la plus importante. La réponse globale, il y a un risque que je trouve très alarmant dans cette question, et qui consiste à dire, c'est pas ce que vous dites, bien sûr, mais j'extrapole à partir de ce que vous dites pour tenter de faire le tour, le panorama de la question, et qui consisterait donc à dire, le vrai problème, c'est la démographie. Alors, j'aime pas du tout cette assertion, d'abord parce que je la crois fausse. N'oubliez pas que les 1% les plus riches font plus de dégâts que les 50% les plus pauvres. Donc, ce n'est pas un problème de nombre. Elon Musk, à lui seul, fait plus de dégâts que tout le continent africain réuni. Ce n'est pas un problème de nombre. Pour être plus clair encore que ça, en fait, tant que notre idéologie de maximisation de l'impact et de l'utilisation des ressources ne change pas, ça ne sera pas un problème de nombre. Si demain vos enfants quittent la maison, est-ce que vous allez détruire la moitié de votre maison en disant « je la rends à la nature » ? Bien sûr que non. Vous allez stocker des vieux bouquins ou inventer des amis ou simplement prendre plus de place pour écouter de la musique et prendre votre repas. On maximise l'espace, c'est ce qu'on sait faire. Si on était aujourd'hui 2 fois moins nombreux, avec l'idéologie qui est la nôtre, on occuperait chacun et chacune 2 fois plus d'espace et on n'aurait rien résolu. Et on utiliserait 2 fois plus de ressources et on aurait 2 fois plus de richesses, 2 fois plus de bijoux, des bagnoles 2 fois plus grosses et 2 fois plus chères. C'est exactement ce qui se passe dans les faits. Donc la vraie question, c'est de repenser notre axiologie, c'est-à-dire notre système de valeurs, et pas de réduire le nombre. Et en plus, il y a quelque chose d'un peu scélérat au niveau éthique dans cette obsession sur le nombre. D'une part, c'est qu'elle est fondamentalement néocoloniale, parce qu'évidemment, les pays à forte reproduction, c'est les pays pauvres, et c'est quand même le comble d'aller dire à ceux qui n'y sont pour rien, c'est votre faute. Certains l'ont dit, un ancien président de la République l'a dit, mais enfin, c'est pas parce qu'il l'a dit qu'il faut le croire, au contraire. Et ensuite, parce que, si vous voulez, c'est un peu une manière de dire il faudrait qu'on soit moins nombreux parce qu'il n'y a pas assez à saccager pour tout le monde. Parce que si on ne saccage pas, il y a assez en réalité. Il n'y a pas assez que parce qu'on est dans cette logique de superprédation. Donc c'est vraiment problématique comme argument. Donc je crois que faire reposer la catastrophe sur la démographie est intenable scientifiquement et éthiquement. Alors néanmoins, j'en arrive au troisième point, et si j'ai toujours pas répondu à la fin du troisième point, bien sûr, on vous redonne la parole. Et le troisième point, maintenant, c'était à l'échelle individuelle, où c'était de se dire, est-ce bien raisonnable, non pas au sens de l'impact, etc., mais au sens où le monde s'apprête à vivre des transformations vraisemblablement pas très gaies,
est-ce que c'est une bonne idée de faire des enfants dans un monde qui risque d'être en guerre? Alors ça, c'est une question qui est abyssale. Faire un enfant, c'est toujours un pari. Ce pari, je ne suis absolument pas autorisé à dire à qui que ce soit s'il sera gagné ou s'il sera perdu. Ça relève exclusivement de la conscience individuelle, donc je ne donnerai aucune réponse à ça. Je veux juste dire que s'il y a une belle leçon des pires moments de l'histoire, c'est que souvent, même dans les pires moments de l'histoire, qui sont abjects et qui doivent être combattus, y compris en ce moment, il y a des épiphanies d'amour. Et donc, même là, tout n'est pas perdu. Si. Bonsoir, je suis une physicienne des particules en dissonance cognitive. Vous avez tout, on se connaît? On s'est croisés, mais... D'accord. Du coup, je tutoie puisqu'on est collègues. Il y a juste un point sur le FCC que tu n'as pas du tout mentionné, et c'est le fait, là, cette année, il se trouve que le CERN fête ses 70 ans. C'est quand même une institution qui a été créée au départ après-guerre, qui a une histoire très importante. C'est une collaboration entre des dizaines et des dizaines de pays. Il y a une culture. Il y a... je ne peux pas faire toute l'histoire du CERN si ça vous intéresse, allez voir, mais je veux dire, il y a quand même une période, la guerre froide, où des scientifiques russes pouvaient continuer à travailler grâce à ça. Il y a des pays pour lesquels on développe des bibliothèques virtuelles et où on les instruit, en fait, grâce au CERN. Et donc je me demande si tous ces arguments humains que tu as mis en avant pour d'autres sujets, aujourd'hui, face au bilan carbone et au gravat, ils n'ont aucun poids. C'est très intéressant ce que tu mentionnes, hein. Et une fois de plus, alors bon, je commence juste par une réserve. Moi, mon problème avec la physique des particules expérimentales, c'est pas le bilan carbone, hein. J'insiste, c'est la dimension symbolique. Néanmoins, il y a une autre symbolique qui est améliorative que tu mentionnes et qui est absolument vraie. Et j'irai même encore plus loin que ce que tu dis, c'est-à-dire que non seulement il y a cette collaboration qui est très belle, et il y a même, je me souviens que c'est Michel Spiro qui m'avait expliqué ça, qui était président du conseil scientifique du CERN et qui était directeur de l'IN2P3, qui est l'Institut national de physique des particules, que, en fait, le CERN était, alors j'espère ne pas trahir ses propos, mais une sorte de contre-modèle économique au capitalisme, au sens où, en fait, la collaboration était structurelle et non pas la compétition. Donc, loin de moi, hein, l'idée de nier ces belles choses. Voilà. Mais en contrepoint de ces belles choses que tu as bien fait de rappeler, il y a quand même aussi cette collusion avec ce qu'on sait faire, quoi. C'est-à-dire faire des trucs de plus en plus gros, de plus en plus chers, de plus en plus énergivores, et ça pose quand même problème. Mais en contrepoint de ce problème, oui, c'est pour ça qu'effectivement, si collectivement on se dit que la belle partie qui existe est tellement belle que les externalités négatives sont justifiées, on peut très bien collectivement continuer. Oui, ça se défend, c'est vrai. Vous êtes à Annecy, hein, donc j'espère quand même que vous êtes tous et toutes allés au CERN. C'est tout à côté, c'est chouette hein, d'aller voir, c'est intéressant. J'ai une remarque et deux petites questions. Bonsoir et merci. La première remarque, c'est qu'il me semble que vous sortez de l'X. Donc il y a aussi des gens bien qui sortent de l'X. Après, non, vous n'avez pas fait l'X? Bon, je croyais. Après, la première question, c'était dans votre... puisqu'on peut parler un peu d'astrophysique, dans vos recherches, est-ce que vous avez, je crois que dans un de vos livres, vous dites peut-être qu'un jour, on verra des traces de l'univers d'avant, dans votre théorie. Donc, où ça en est? Et après, la deuxième question qui est plutôt symbolique et vous allez comprendre. Si on devait, si vous deviez être un animal, est-ce que vous seriez un héron? Si vous étiez un animal, un oiseau, est-ce que vous seriez un héron? Et si vous me dites que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas lu ma petite BD. Ok. Oui, il y a des gens très bien qui sortent de l'X, hein, évidemment. Il y a des gens très bien partout, en fait. Partout, ouais. Après, on a parlé de quoi, là? Je commence à fatiguer, là. J'ai une autonomie réduite, moi. Attends, juste, entre le héron et l'X, ça parlait de quoi? J'ai oublié. Ah oui, l'ère d'avant. Il fallait que je dise quoi là-dessus? Je crois que j'étais en train de penser à autre chose, en fait. Ça se fait pas, ça. Oui. Bah oui. Moi, j'ai travaillé sur des modèles d'univers en rebond, où en fait, il n'y aurait pas un Big Bang, mais un Big Bounce,
et qu'avant ce Big Bounce, il y aura une ère de contraction de l'espace, et qu'on pourrait peut-être voir dans le rayonnement cosmologique fossile des infimes traces de cette phase de contraction. Je ne vais peut-être pas en dire davantage, parce que là c'est un peu hors sujet, mais j'insiste sur ce que, à mon avis, cette science-là, alors c'est très spéculatif, ne rentrez pas chez vous en vous disant il y a eu un avant Big Bang. C'est une théorie de gravité quantique qui est absolument intéressante, mais qui n'est pas du tout confortée par la corroboration expérimentale, donc elle est à considérer avec des pincettes, et donc comme quoi les instruments, ça sert quand même à quelque chose, parce que tant qu'on est uniquement dans la spéculation théorique, on a tendance à partir parfois un peu loin, et donc ça pourrait être très, 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 très beau, mais ça, tu vois, je trouve que ça a une dimension écologique. Alors là, on pourrait croire que je plaide pour ma chapelle, mais en fait pas du tout, parce que mon travail est hautement non exemplaire, donc c'est pas du tout parce que je travaille là-dessus. Mais je veux dire que toutes ces idées qui d'un seul coup sont quand même un peu des coups de tonnerre dans notre vision du monde, elles sont intéressantes. Pour moi, c'est ça aujourd'hui qui peut nous sauver. Par exemple, Philippe Descola, le grand anthropologue, rien à voir avec le Big Bang, mais dans son livre Par-delà nature et culture, il a fait un geste fondamental en montrant que l'opposition binaire de la métaphysique socratique entre nous et tous les autres était une catastrophe. Et puis, je trouve que récemment, ce geste a été poussé plus loin, déconstruit par Mohamed Amermezian, qui montre qu'il faut aller au-delà de au-delà nature et culture, en pensant en quelque sorte la dimension verticale, c'est-à-dire la dimension transcendante, en quelque sorte, même s'il n'aime pas ce terme, qui a été oubliée par Descola. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut aller au-delà de l'au-delà de l'au-delà nature et culture, en revenant en quelque sorte à la naïveté de l'épiphanie de la chose même, et en pensant dans un espace qui est proprement multidimensionnel. Donc tout ça, ça ouvre des pistes. Bon, là, celles que je mentionne sont un peu théoriques, parce que moi, c'est mon truc, mais ça peut être beaucoup plus pragmatique que ça. Et donc, ouais, non, je suis désolé, la private joke sur le héron, je l'ai pas vraiment. Moi, j'aimerais bien être un vautour. Je trouve que rien n'est plus beau que les vautours. Et retenez bien que les vautours, ils ont une mauvaise image, essentiellement parce qu'ils ne tuent pas. Et c'est absolument déplorable. Et ça en dit long sur nos fantasmes, et ça en dit long sur nos symboles. On aime les rapaces qui tuent, et on n'aime pas les rapaces qui ne tuent pas. C'est tout à fait terrible. Les vautours sont magnifiques. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez des actions écologiques violentes? Et est-ce que vous faites partie vous-même d'une association? Alors j'ai eu peur que ce soit encore un collègue, parce que moi dans mon groupe on travaille beaucoup sur les actions, on écrit ça avec un X, et ce sont des particules un peu compliquées qui essayent d'expliquer pourquoi la symétrie CP n'est pas violée dans le secteur des interactions fortes. Mais toi tu parlais des actions avec un CT, et donc des actions violentes. Alors, étant donné quand même que je n'ai pas tellement envie de voir la police m'attendre devant l'amphi quand je vais sortir, je te dis tout de suite que non, je n'ai jamais mené d'action illégale ni violente. Non, mais c'est la vérité en fait. Donc, c'est pas uniquement pour pas aller en tôle, il se trouve que je l'ai jamais fait. Néanmoins, je ne vais pas condamner la main sur le cœur et l'air outré toute forme d'action violente pour la simple raison qu'il faut être un peu sérieux avec la hiérarchisation de la violence. Écoutez, voilà. Vous savez, on a tendance, c'est comme terrorisme, c'est des mots pour ne pas penser. D'un seul coup, on invente un mot comme ça pour créer une sorte d'image de l'ennemi absolu qui empêche toute analyse un tant soit peu intelligente. Moi, je veux bien qu'on appelle écoterrorisme ou violence le fait de casser la vitre d'un McDo. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, je n'encourage personne à le faire, mais enfin, sincèrement, ça ne suscitera pas mon indignation. Ça ne suscitera pas mon indignation. L'ultraviolence aujourd'hui, c'est l'inertie du système capitaliste occidental qui détruit la vie sur Terre. Les actions d'opposition, est-ce qu'elles sont productives ou non? J'en sais rien. Mais j'ai vu que les militants qui balancent de la soupe sur des œuvres d'art se font conspuer dans les médias. Mais là, je viens de le dire, à la manière des médias. Parce qu'en réalité, ils ne mettent jamais de la soupe sur des œuvres, ils mettent de la soupe sur des vitres. Et vous vous rendez compte que nos journalistes et les moutons qui les suivent parviennent à s'indigner de quoi? De ce qu'on ait mis du jus de tomate sur une vitre. Alors, écoutez, quand on voit l'état actuel du monde, quand on voit les guerres, quand on voit les génocides, franchement, mon empathie n'ira pas aux vitres. Parce qu'à ma connaissance, aucune œuvre, en plus, n'a été atteinte par les militants.
Alors, soyons un peu sérieux. Jean Genet, le merveilleux, le rebelle, le terrible, écrivait qu'il faut distinguer la violence de la brutalité. Il nommait violence l'action de résistance, sous-entendu des opprimés. Il nommait brutalité la surenchère affirmatrice des puissants, essentiellement donc des États, et en l'occurrence des États coloniaux. Je ne sais pas si cette distinction est absolument tenable, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi binaire et manichéenne qu'on pourrait le croire, mais enfin, elle fait sens quand même. Donc, pour moi, la question intéressante n'est pas de savoir si ceci est grave. Parce que, vous voyez, c'est comme avec la liberté. On est tous contre la violence, on est tous pour la liberté. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on fait donc partie du clan des gentils, il faut être un peu sérieux. La question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre la violence. La question est de savoir si une moindre violence qui permet d'entraver une super violence est ou n'est pas légitime. Mais je crois que même ceux dans cette salle qui pensent que je commence à dire n'importe quoi et que je vais trop loin, seraient quand même d'accord que si là quelqu'un apparaissait avec un AK-47 pour vous dézinguer, si je lui mettais une claque pour lui voler son arme, vous seriez quand même bien content. Donc en fait, vous êtes bien d'accord, même si vous ne le savez pas vous-même, qu'une petite violence pour entraver une grande violence est une bonne chose. Vous êtes tous et toutes d'accord avec ça. Mais on ne le met pas en place à l'échelle de la vie sur Terre. Donc il faut être sérieux avec ces choses. On est tous pour la liberté, sauf si la liberté de rouler en 4x4 en centre-ville empêche la liberté de respirer de nos enfants. Et on se dira à ce moment-là que la liberté qu'on a perdue est peut-être plus grave que la liberté qu'on a pérennisée. Donc ce n'est pas une question d'être pour ou contre la violence ou pour ou contre la liberté, c'est une question sérieuse, effectivement, de l'articulation de la hiérarchie qu'on impose à ces choses-là. Et pour moi, la question importante, c'est celle de l'efficacité. Et là, sincèrement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut essayer avec les armes qui sont les nôtres. Voilà. Alors moi, comme je suis un pauvre bobo intello, je fais plutôt des bouquins ou des conférences ou ce genre de choses parce que c'est ce que je sais faire. Mais je trouve ça légitime que d'autres utilisent d'autres moyens d'action, d'expression, de revendication. Et je pense qu'il faut fractaliser en quelque sorte la lutte pour ne surtout pas reproduire les schèmes que nous essayons de déconstruire, à savoir marcher en rang. Alors moi j'ai une question d'une amie qui me dit est-ce que le maire va te remettre une médaille? Alors pour moi je suis venu pour ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Si je repars pas avec les insignes de la ville, je ne reviens plus. Non, fallait faire une petite diversion là, parce que j'avais été un peu solennel. Ah, il lui a ramené une médaille. Je voulais poser la question, par la poésie, qu'est-ce qui vous motive pour continuer à vivre? C'est sûr. Alors, c'est une question qui est à la fois drôle et tragique. Bon, puisqu'on est entre nous, que c'est pas filmé, qu'on est vraiment en face à face, je vous avoue que ma vie est très dure en ce moment. Je traverse un moment très compliqué. C'est pas du tout lié à la crise écologique, c'est purement personnel. Donc la question de ce qui me motive à vivre, je me la pose pour de vrai. Donc c'est un peu grave. Et en réalité, moi je trouve que justement, le poétique quand même, il n'est pas complètement mort. Regardez dans les pires dictatures, vraiment les régimes totalitaires. Choisissez, ça n'en manque pas, celui que vous détestez le plus, d'accord? Il n'empêche que même là, il y a de l'amour. C'est quand même rassurant, parce qu'on n'a rien à gagner à être amoureux. Hein. Bon, le sexe, ça c'est autre chose, c'est le plaisir et la reproduction de l'espèce, très bien, ça c'est autre chose. L'amour, ça n'a rien à voir. Enfin, ça peut être lié, mais c'est structurellement différent. C'est dangereux de tomber amoureux. C'est un geste fondamentalement poétique. Et regardez, partout où règnent les salauds, il n'en demeure pas moins que l'amour existe. Donc vous voyez quand même qu'il y a quelque chose d'une résistance poétique qui n'est pas complètement morte, et ça, je crois que ça donne envie de continuer un peu à vivre. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, moi aussi, j'ai une question. Ça va être rapide. Déjà, merci. La maman au foyer très humble que je suis aimerait savoir si elle a bien compris ce que vous avez dit. Donc, ça savait beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai pas compris et d'autres que j'ai bien compris. Mais est-ce que je peux repartir d'ici en me disant qu'une des choses les plus importantes que vous avez dites, c'est cette façon très normée de vivre la vie et qu'il y a une certaine apathie et que
justement, il faut remettre un petit peu d'épices dans la vie? Je crois qu'on peut le dire comme ça, oui. Oui, oui. Je pense en effet, si vous voulez, que... Oui, en fait, je crois que vous avez même beaucoup mieux résumé que moi. Je suis nul en résumé et je suis nul pour dire les choses de façon compréhensible. Ce qui est quand même un peu un comble pour un type qu'on invite pour une conférence. Donc, je crois que vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, la seule certitude que nous ayons, c'est celle que la voie que nous avons choisie ne fonctionne pas. Nous nous sommes fourvoyés. On n'est pas les premiers dans l'histoire, mais on est vraisemblablement les premiers à s'entêter, alors même que nous avons la connaissance quasi certaine de la double incompatibilité de ce monde avec nos schèmes intellectuels, d'une part parce que c'est pas durable, d'autre part parce que ça nous rend pas heureux. Et donc face à cette situation, le seul geste vraiment signifiant, ce n'est pas, et c'est en fait exactement ce que vous venez de dire, ce n'est pas de continuer dans la même direction en essayant de faire un peu moins de dégâts, mais c'est d'interroger la direction, de se dire, est-ce qu'en fait, c'est vraiment là que je veux aller? Et quand on se pose cette question, c'est extraordinairement puissant, en fait, parce qu'on se rend compte instantanément que l'immense majorité de nos actions, non seulement sont nuisibles, suivant les critères environnementaux, etc., mais surtout ne nous rendent pas heureux. Et donc, effectivement, essayer de mener des micro-bifurcations, c'est, je crois, à peu près le sens de votre remarque, c'est le geste le plus résistant qui soit. Oui, je crois, en effet. Eh bien, un très très grand merci Aurélien Barraud. On va profiter de votre présence pour faire une photo avec tous les bénévoles. Aujourd'hui, on avait 80 bénévoles quand même qui ont mis en place cette salle. Merci.